Eh ben oui, je suis à votre disposition, messieurs. Yann, tu nous as préparé une première Bonjour vidéo tout le sur monde. Oui, Nick Fuentes parce qu'on a couvert ça, puis ça intéresse M. Soral et Arnaud, bien sûr. Donc, vas-y, on t'écoute. oui, donc, premier sujet, c'est la guerre en Iran. C'est parce que, évidemment, Nick Fuentes nous avait prévenu que cette guerre allait arriver et qu'elle allait être perdue en 2023. Pas en 2025, pas en 2026, pas en 2024, en 2023, quand il a commencé à voir le flux d'argent de la famille Adelson arriver dans les coffres de guerre de Trump 2024. Il l'a vu arriver. Et donc, il a suivi ce conflit-là à chaque jour et il a fait 2 émissions en terminant la semaine sur le cessez-le-feu, entre guillemets, qui n'est pas un cessez-le-feu, mais un allongement de l'ultimatum pendant 2 semaines pour arriver peut-être à un cessez-le-feu, voire une paix. Et avant-hier, il a ri des anti-Trump, des anti-MAGA, qui étaient des MAGA en 2024. Donc, petit clip de 5 minutes. On va écouter quelques secondes, je vais vous traduire ça. Mets un peu plus de son. Je ne peux pas l'augmenter plus. Non, bon, ben on ne l'écoutera pas. Fais juste résumer, puis ensuite, on va donner la parole. Donc, c'est toute la gang de gens qui étaient pro-Trump en 2024 et qui critiquaient Nick Fuentes. Alex Jones, Tucker Carlson, Megyn Kelly, Kendall Owen, Marjorie Taylor Greene. Ils sont rendus tous dans la cible de Donald Trump. Trump les désavoue publiquement. Et là, il rit un peu du fait que le seul qui n'a pas été dénoncé publiquement encore, c'est lui. Nick Fuentes, qui n'a pas été dénoncé officiellement par Trump. Il a dit à la rigolade, c'est parce qu'il m'aime bien, en fait. Quand je l'ai rencontré à Mar-a-Lago avec Kanye West, il m'a bien aimé, fait qu'il me ménage. Donc, il ridiculise un peu tous ces gens-là. Il repasse un petit peu le gros truth de 500 mots de Trump où il dit « c'est tous des fous furieux, ils m'ont tous abandonné ». Donc, on voit présentement l'effondrement de l'effort de guerre de Trump 2024. Alain Soral et Arnaud Develay, je voulais en parler avec vous. Eh ben, moi, je dois dire que je me suis un peu trompé. Je fais partie des gens qui se sont trompés sur Trump parce qu'il avait fait tellement d'efforts pour arriver au pouvoir alors qu'il n'en avait pas besoin, qu'on s'était dit c'est vraiment qu'il veut laisser une trace dans l'histoire. Et c'est vrai que ses discours critiques jusqu'à il n'y a pas longtemps nous laissaient légitimement penser qu'il voulait combattre l'État profond. Il voulait se recentrer sur l'Amérique intérieure pour des questions d'emploi, d'obsolescence des infrastructures, de réindustrialisation. Enfin, tout ça était assez cohérent. Il y avait en plus un tropisme catholique assez présent dans son entourage. Il faisait souvent référence à la Vierge Marie, donc on voyait qu'il était un peu sorti du giron anglo-saxon, qui dit d'ailleurs anglo-saxon dit impérial judéo-anglo-saxon. Tout ça méritait qu'on y croie, surtout quand on voyait ce qu'il y avait en face. Biden, père et fils. Donc, pour les gens aujourd'hui qui nous reprochent d'avoir marché avec Trump en disant que Trump n'était qu'une psyope, je pense que c'est un peu exagéré. Il y avait vraiment des raisons. Le fait qu'il ait réussi à atteler à son char le neveu Kennedy, c'était quand même un symbole très très fort. Il avait quand même défié le mouvement LGBT et même d'ailleurs réintroduit la différence des sexes pratiquement dans la Constitution. Il s'était opposé par Kennedy Jr. à Big Pharma. Enfin, il y avait vraiment de quoi espérer. On s'était dit, il voulait arrêter la guerre en Ukraine. On sentait qu'il voulait dialoguer avec les Chinois et les Russes pour un nouveau Potsdam, je crois. Hein. C'était ça, tout ça, on pouvait légitimement le croire. Et puis ça a basculé effectivement suite à la venue répétée de Netanyahou dans son bureau. On peut vraiment dire que c'est ça 2 le fois. marqueur. Alors, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que ça s'était joué avant avec l'argent de Adelson, etc. C'est bien malin de le dire aujourd'hui, je le savais, etc., etc. Franchement, c'était difficile à prévoir, même difficile à prévoir à quel point, au niveau des discours qu'il tient aujourd'hui, on ne reconnaît plus le même homme. Avant, il était capable quand même de faire des discours improvisés d'une grande qualité. Moi, je suivais ça. Hein.
Et aujourd'hui, objectivement, on a l'impression d'un type qui a basculé dans la demi-folie. C'est un vrai sujet d'ailleurs de voir qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un effondrement au niveau cérébral. Cognitif. Peut-être Ouais. il est peut-être sous traitement, hein, il y a peut-être des explications à ça. Et effectivement, je fais partie des gens qui sont assez consternés de ce qui se passe. Je suis assez sur la ligne de Nick Fuentes. Je dirais d'ailleurs qu'il est pas mal aussi sur la mienne sans le savoir. C'est Oui. un peu un petit Soral. Mais ce que je fais remarquer, c'est que c'est ce qu'on peut appeler la ruse de la raison Oui. ou la stratégie du fou, c'est que quant au résultat objectif, même si Trump a trahi totalement ce qu'il nous avait promis, les résultats risquent d'être les mêmes que ce qu'il nous avait promis par rapport à l'échec des néoconservateurs, par rapport au lien entre l'Amérique et Israël, ce qui peut donner raison à Cossette, je dirais, malgré Cossette, d'une certaine manière. C'est-à-dire, quand il y avait cette phrase Israël en dernier, on a l'impression, ça peut quand même réaliser le projet, je dirais, quelque part par l'absurde. C'est ça qui est intéressant quand même. Et c'est là où effectivement, bien malin qui peut dire si tout ça est le fruit du hasard, si c'est de la haute stratégie de la part de Trump, c'est le plus grand homme politique pratiquement depuis des siècles et des siècles. Là, mais bon, ça me paraît un peu trop pour un Américain qui vient en fait quelque part du monde des casinos et du monde de la télé-réalité. C'est tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas un homme politique formé de façon traditionnelle. Et la politique est quand même un sport de haut niveau. Et en fait, les aventuriers politiques sont souvent décevants face à l'obstacle quand ils arrivent aux affaires, parce qu'on fait pas comme ça, on fabrique pas comme ça un Lavrov ou un Poutine, hein. Donc c'est tous ces paramètres dont il faut essayer de tenir compte. Et je vous dis, aujourd'hui, on est face à une actualité qui bouge très vite, avec des inconnus, notamment l'inconnu, c'est l'inconnue iranienne. Si je veux finir ma présentation, la variable, c'est est-ce que l'Iran va tenir ou pas. Si l'Iran tient, on a gagné d'une certaine manière. Si l'Iran tombe, c'est Trump qui a gagné et très vite, on va lui pardonner beaucoup de choses. C'est ça un peu le problème. Et moi, je me rappelle comment la Syrie est tombée pratiquement en 15 jours alors qu'on ne s'y attendait pas et qu'on pensait pratiquement que c'était sauvé. Donc, je ne sais pas. Et je dis, l'inconnu, mais qui détermine tout, c'est l'Iran. Voilà, c'est l'Iran. Le reste, on peut spéculer à perte de vue. Et je vais m'arrêter là pour ne pas Oui, on manger n'est le pas dans la micro. tête à Trump. On n'est pas dans la tête à Trump. Est-ce que Trump est un drunken master, Arnaud Develay? Est-ce que c'est un maître du combat à faculté affaiblie? Monsieur Develay? Vous êtes le micro? Oui, réactivez votre micro, oui. C'est bon. Arnaud? Oui, on pourrait en tout cas le penser en termes de le résultat, parce que c'est le résultat qui compte. Et effectivement, on pourrait penser à premier abord que l'Amérique subit un revers stratégique. Mais ce qui est certain, c'est que, eu égard aux promesses qui avaient été faites durant la campagne, et on a pu l'entendre et le voir au travers d'interventions comme celle de Marjorie Taylor Greene, que c'est plutôt effectivement le lobby organisé, si je puis dire, qui bénéficie pour l'instant, en tout cas à la surface des choses, de l'administration Trump, et non pas le peuple américain bien compris qui, lui, en prend plein la figure, hein, il faut quand même le souligner. Alors oui, à la marge, il y a eu un rééquilibrage sociétal concernant effectivement ces histoires de genre, mais en termes de... Alors, et ça, c'est intéressant, on pourra en parler aujourd'hui parce que on a parlé de réindustrialisation de l'Amérique et il s'avère que si on zoom out, si on regarde un peu en arrière ce qui se passe depuis ne serait-ce que le 3 ou 4 janvier dernier avec l'enlèvement de Maduro, avec le fait que l'Australie, qui est un compétiteur direct des États-Unis en matière de production et d'exportation de gaz LNG, les installations australiennes ont été touchées de plein fouet par un ouragan qui est intervenu plus ou moins au même moment que la situation au Venezuela, et que suite aux événements au Proche-Orient, plus précisément dans le conflit, la dernière itération du conflit entre l'Iran et l'axe américano-sioniste,
ce sont toutes les terminaux d'exportation et la capacité d'un micro-État, en tout cas d'un compétiteur net comme le Qatar, qui a été en fait éliminé du jeu. Donc, il reste dans les faits, parce que n'oublions pas que l'objectif, ça reste le containment de la Chine. La Chine ne peut compter à l'heure actuelle que sur l'Iran, si l'Iran tient, comme le dit Alain, et sur la Russie, sachant que la Russie a fait l'objet d'attaques répétées dernièrement à coup d'attaques de drones sur son terminal d'exportation dans la région de Leningrad, donc Saint-Pétersbourg, qui est le plus grand. On apprend aussi, on sait maintenant depuis plusieurs mois qu'il se trame une opération à l'échelle globale qui vise à empêcher la Russie d'acheminer ses cargos énergétiques vers ses clients, et que quelque part, sur la durée, on commence à voir maintenant des entreprises en Europe, bien sûr, parce que eux sont les dindons de la farce, mais aussi en Asie de plus en plus, dans un contexte industriel qui sont en train de tirer la langue, voire même pour certains revoir le processus de leurs opérations, avec l'idée pour beaucoup d'entre elles de déménager aux États-Unis avec toute l'injection de capital que ça sous-entend. Ce qui veut dire que quelque part, en 90 jours, les États-Unis ont été en mesure une forme d'arrêt, une forme de point d'interruption à ce processus qui semblait inarrêtable, à savoir l'avènement du multipolaire et les BRICS et les routes de la soie, l'Amérique se transformant. Et alors ça, c'est intéressant parce qu'on nous parlait de la doctrine d'Onroe, et beaucoup de gens ont pensé que c'était une forme de réitération de la doctrine Monroe, donc une forme de repli sur soi au niveau régional, avec cette idée d'englober tantôt le Canada, tantôt le Groenland, le Greenland, tantôt reprendre le contrôle des ports en Amérique latine sous contrôle pour beaucoup d'entre eux de la Chine, prendre le contrôle du canal de Panama, et on s'aperçoit qu'en fait, non. La doctrine d'Onroe, ça consiste à mettre hors d'état de nuire à coup d'intervention militaire, ou en tout cas de pression, de changement de régime, à divers degrés, et on a pu le voir depuis le début de l'année, des compétiteurs directs. Et pour ce qui est des deux, et ça c'est en conformité avec la loi, enfin pas la loi, mais le papier blanc qui avait été rendu public en novembre dernier par le Pentagone, empêcher donc, et ça c'est aussi en conformité avec le papier de la de 2019, pour contenir en fait la Russie, l'épuiser à ses marges, avec en ligne de mire l'idée de mettre à mal l'essor géopolitique de la Chine, au travers du fait que, voilà, avec des soucis d'approvisionnement, l'économie chinoise est au ralenti, les revenus, les recettes sont en baisse, et ça affecte le financement de toutes les infrastructures nécessaires à ce compact terrestre eurasiatique, dit des nouvelles routes de la soie. Donc, c'est en tout cas une façon plus ou moins indirecte d'expliquer que tout n'est pas linéaire. Hein. Il y a des tendances un peu en saccadées. Hein. C'est un peu la situation actuelle. Hein. L'empire se défend. L'empire se transforme en une espèce de conglomérat de piraterie maritime. Alors, on apprend maintenant que, on le sait maintenant depuis un moment, mais ça va certainement mettre son nom de plus en plus haut dans l'actualité. C'est le travail qui échoua à Monsieur Patrouchev, qui est l'un des collaborateurs les plus proches du président Poutine, qui est chargé de coordonner le déploiement de bâtiments militaires maritimes pour escorter les cargos énergétiques russes. Donc le danger, en fait, sera à l'avenir de voir si, à un moment donné, on ne va pas se retrouver directement face à face, parce que la Russie ne va pas rester à voir sa flotte se faire... On a des petits problèmes de son. Se faire essentiellement... Oui, puis ça sonne, c'est bon. Oh! C'est très intéressant qu'est-ce qu'il disait, parce qu'il y a énormément de nouvelles informations, par exemple,
les Russes qui sont en train de recommencer à utiliser la mer Noire pour envoyer des ressources un peu partout chez leurs États clients. Et là, avec l'aide d'Alain Soral, on a les clés pour comprendre la géopolitique mondiale de ce conflit-là. Donc, avec son aide, M. Alain Soral, j'ai découvert quelque chose d'intéressant qui explique comment cet empire-là fonctionne. Vous avez parlé dans votre entrevue à Géopolitique profonde de l'importance de 3 grandes entités historiques, occidentales, européennes, pour comprendre d'où on vient. L'Empire, l'Église, l'Empire romain. Et ces trois entités-là, en fait, j'ai découvert que c'était la même chose. Et cette entité-là et ses liens avec les routes de la soie mentionnées par M. Arnaud Develay à l'instant, donc au niveau maritime, ces routes-là maritimes dominent la géopolitique mondiale. Donc la vraie guerre, c'est pas ce qui se passe en Iran. La vraie guerre, c'est ce qui se passe au détroit d'Ormuz et dans les océans. La vraie guerre, c'est pas ce qui se passe en Ukraine. La vraie guerre, c'est ce qui se passe avec les bateaux de la flotte russe. Donc, je voulais vous en parler avec Arnaud et vous, M. Alain Soral. Moi, si je peux rebondir, je pense quand même à ce que dit, à l'analyse d'Emmanuel Todd. Oui. En fait, Trump avait la volonté, voyant le déclin industriel de l'Amérique et notamment par rapport à la montée industrielle de la Chine, parce qu'en fait, la puissance, c'est quand même la puissance de production. Et la production nécessite de l'énergie. Donc ça, c'est des constantes incontournables hein, qui sont au-delà de l'idéologie. Et en fait, il semblerait que effectivement Trump avait le projet, notamment avec les histoires de droits de douane, de pousser à la réindustrialisation de l'Amérique en faisant de la relocalisation. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, comme ça ne marche pas, il est passé à quelque chose qui est consubstantiel à l'Empire maritime, qui est la piraterie. C'est-à-dire qu'en fait, il joue de la carte qui reste la carte maîtresse des États-Unis, c'est la puissance militaire. Donc en fait, les États-Unis sont devenus, accompagnés avec Israël, un empire voyou. Un empire voyou qui ne respecte pas les règles de ce qu'on appelle le grand marché, parce que selon les règles du grand marché, ils sont battus. Et donc, effectivement, qui se comporte en état voyou par de la piraterie. En ce moment, on voit bien quand il dit en gros, je veux bien laisser le détroit d'Ormuz à condition qu'on partage de l'argent avec l'Iran, on est quand même dans une démarche de pirate et de voyou. Mais ça, en fait, il est tombé dans cette politique parce qu'en fait, sa première politique, qui était faire revenir des entreprises aux États-Unis, réindustrialiser pour l'emploi et l'Amérique intérieure, en fait, échoue. Parce qu'en fait, comme le dit Todd, c'est déjà trop tard. L'Amérique est trop déclinante aujourd'hui pour pouvoir se redresser en respectant les règles du marché mondial. Et donc, effectivement, quand on ne peut pas jouer selon ces règles-là, qu'est-ce qui reste à l'Amérique? Il reste la puissance militaire. Et je rappelle que la puissance militaire, qui est une puissance de menace, prolonge un peu aussi le dollar, hein, qui est, comme on le sait, le pétrodollar. Donc on voit qu'en fait, c'est une stratégie qui est en même temps un aveu de faiblesse, parce qu'on multiplie les ennemis. On a un coût quand même qui est exorbitant. Hein. L'opération militaire actuelle coûte très très cher aux États-Unis. Et normalement, une opération militaire de ce prix-là doit être remboursée par la prédation qu'on peut mettre en place derrière, qui est une prédation, je dirais, stable et de longue durée. Or là, il n'y a pas de... On est dans une aventure en réalité. Il n'y a pas cette idée de, après la prédation militaire, la rentabilité de la prédation, ce qui était, par exemple, ce qu'a fait l'Empire napoléonien après la Révolution française. Hein, c'est-à-dire qu'on se payait quand même sur les États, les monarchies qu'on vassalisait. Là, je ne vois pas très bien, à long terme, comment tout ça peut se mettre en place. C'est un peu le même problème d'ailleurs avec le Grand Israël. Le Grand Israël fonctionne par la destruction de ses voisins, mais ça ne peut pas être un Grand Israël de peuplement basé sur une colonisation de peuplement. Ils n'ont pas les effectifs, ils ont créé de la haine partout autour d'eux. Donc on a quand même deux partenaires qui sont dans deux stratégies de voyous et très aventureuses. Et même si ça peut à un moment donné prolonger l'empire, je dirais d'une certaine manière, c'est quelque chose qui n'est pas pérenne. Donc on pourrait penser à l'idée d'espèce de bouquet final ou de feu d'artifice final, un peu comme d'ailleurs l'empire napoléonien français a été le dernier feu d'artifice de ce qu'on appelle la Grande Nation, dont elle ne s'est jamais relevée. Hein. C'est le bouquet final du feu d'artifice. Donc là, il faut attendre un peu, et une fois de plus,
pour que ça devienne une certitude, ben, la variable, c'est si l'Iran tient. Je vois pas comment Trump peut s'en relever politiquement, en termes de politique américaine, comment l'Amérique peut s'en relever en tant que hégémon crédible. Donc on a vraiment là un Trump en fait qui est un joueur de poker. Et n'oublions pas que c'est un type qui a monté des casinos, qui a fait fortune et qui s'est ruiné dans les casinos. Donc finalement on a quelque chose d'assez cohérent quand on analyse cette situation et qu'on met en face la personnalité multiple de Trump, entrepreneur new-yorkais, fils d'entrepreneur. Donc là, il y a quelque chose de quelqu'un qui vient du bâtiment, ce qui est assez respectable. Bon, même si c'est à New York, avec tout ce que ça implique de relativement mafieux et de communautaire. Et puis après, on a un type qui est un homme de casino, et après, on a un type qui est un homme de télé-réalité. Et en fait, quand on additionne ce millefeuille psychologique de Trump, il nous a montré en fait toutes les faces, les unes après les autres. Et là, je ne sais pas ce qu'il peut nous montrer encore derrière, mais on a l'impression quand même effectivement ça va être difficile quoi de faire pire ou de revenir à la normale. On est quelque chose dans un, je sais pas comment on dit, un climax. Là. Oui, M. Arnaud Develay, M. Trump a tout misé. Il a mis tous ses gains pour ce combat de guerre en Iran 2.0 et il a mal joué. Selon vous? Il fait tapis au poker comme quelqu'un qui n'a plus les jetons, qui n'a plus assez de jetons. Exact. Ouais. Arnaud? On met le micro. Arnaud, il a un problème de connexion plutôt. Oui. Un problème de débit. Je peux continuer sinon. Donc, on a un effondrement du soutien du cercle intérieur de Donald Trump. On a énormément de généraux et d'amiraux qui ont été virés dans les derniers mois. On a Tulsi Gabbard qui a passé proche d'être remplacé pendant le début de ce conflit-là en mars. On a évidemment les sionistes comme Mark Levin qui sont apoplexiques devant ce cessez-le-feu qui n'est pas vraiment un cessez-le-feu. Et donc, très important dans cette guerre contre l'Iran, on a découvert qu'il y avait un 8e front. Le 8e front, c'est le front médiatique narratif pour contrôler qu'est-ce que les gens pensent d'Israël, de l'Empire judéo-chrétien. Et dans cette guerre-là, on envoie beaucoup d'argent. 7 000 $ par publication, selon Wikileaks, pour les influenceurs qui veulent défendre Israël. Ça fait partie d'une série d'entreprises qui financent ainsi énormément de productions sur les réseaux sociaux, notamment des lives TikTok, pour défendre Israël, mais ça ne marche pas. Les jeunes refusent d'adhérer à ça. On finance des pasteurs. 1000 pasteurs subventionnés en décembre 2025 pour un voyage en Israël. La photo de la cérémonie était très belle. On voit qu'ils sont en communion judéo-chrétienne. Plus de 1000 pasteurs chrétiens. Et là, c'est ça qu'on se rend compte là, de plus en plus que c'est véritablement une alliance entre les protestants et les juifs contre les arabo-musulmans d'une certaine manière. Et même le pape s'est joint à cette critique de l'empire de Trump. Le pape il y a des rumeurs qui disent que l'ambassadeur du Vatican a été invoqué au Pentagone et il a été menacé. C'est nous qui est l'armée la plus puissante de sa planète. Qu'est-ce que vous faites à critiquer ce que les États-Unis font en Iran? Le pape, lui, dit « Ouais, mais c'est parce que c'est pas correct là, de dire on va faire renaître le Messie, puis qu'on va faire table rase, puis on va détruire tous les ponts en Iran, toutes les centrales électriques. Puis ça, c'est des petites menaces pour avoir une paix. On a des leaders de bases militaires américaines qui disent que Trump va amener un Armageddon. Et on a donc le pape qui critique un peu cette vision de fin du monde, eschatologique, disons-le, qui ressemble un peu à ce qu'on voit chez les sionistes révisionnistes du Likoud, de Netanyahou. Donc, je voulais vous en parler de ça. Ces cérémonies religieuses, juives et protestantes, pour essayer d'invoquer une fin du monde.
puis on utilise ça comme arme politique et militaire. Oui, et c'est là que, si on revient à mon livre Comprendre l'Empire, je disais déjà à l'époque qu'en fait, on nous présente une lutte contre le monde judéo-chrétien et le monde musulman, alors qu'en fait, la réalité, on le voit de plus en plus, c'est une lutte contre une alliance judéo-chrétienne, contre une alliance qui se précise de plus en plus catholico-musulmane, d'une certaine manière, hein, et on le voit bien. Et en fait, quand on étudie l'eschatologie de ces trois religions, on voit bien que dans l'eschatologie, la fin des temps en islam et dans le catholicisme, il y a une convergence. Il y a une convergence puisqu'il y a ce faux Messie qui doit venir, qui est en fait, le Messie des Juifs et l'Antéchrist, en fait, à la fois pour les catholiques et pour les musulmans. Et on sait très bien, quand on étudie l'eschatologie, qu'à un moment donné, cet Antéchrist sera vaincu, et que là, il y a une convergence de vues entre les musulmans et les vrais chrétiens, les catholiques, pour moi, parce qu'en fait, on dit bien que ce faux Messie sera vaincu par le Christ lui-même qui reviendra. Et là-dessus, il y a une convergence théologique entre l'islam et le catholicisme, ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui une lutte des bons chrétiens et des bons musulmans contre les mauvais chrétiens, les mauvais musulmans d'ailleurs, ceux qui sont soumis à l'impérialisme. Et on voit très bien aujourd'hui qu'on peut montrer ces pays du Golfe, d'ailleurs complètement dégénérés, et qui d'ailleurs sont punis en ce moment, sont punis pour leur soumission. L'alliance d'Abraham. Oui, qui sont punis en ce moment justement pour cette trahison théologique d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, ça fait des années que je le dis, c'est qu'on a une convergence aujourd'hui qui ne s'explique pas, mais qui fait sens en soi, entre une analyse totalement matérialiste de type politique, géopolitique et économique, et ce qu'annonce l'eschatologie de ces trois monothéismes abrahamiques. En ce moment, ce qui ressemble quand même à une période qu'on peut appeler de fin des temps, qu'on peut qualifier de fin de cycle et de changement de paradigme. Aujourd'hui convergent les textes sacrés et ce qu'on peut tirer effectivement d'analyses totalement matérialistes en partant de l'économie, la politique et la géopolitique. Et ça, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Monsieur Arnaud, on va réessayer Arnaud une fois, voir. Arnaud nous entend, là. Le micro. Juste, partir ton micro. Je crois pas que c'est le micro, je crois que c'est le... Ouais. C'est encore le flux. Ouais, C'est le flux. Bon. Ouais, le flux est très bas. Oui, donc, autre le flux, autre sujet. il y a un problème avec le flux, hein. Ouais. Oui. Depuis le début, là. Donc, autre sujet, Bref. pour continuer cette guerre. Il y a une dimension eschatologique. OK, vas-y. Oui, je disais que... Vous m'entendez, là? Oui, oui. Vas-y. On va annuler Arnaud, parce que là, ça devient pas équitable. Il y a un gros délai. Malheureusement, ça prend un meilleur Internet. Ça va prendre un Starlink. Il va falloir faire confiance à Elon Musk, nous sauver. Et donc, oui, on continue. Dans cette guerre, ce 8e front médiatique, pour contrôler le narratif, essayer de nous faire croire que le problème, c'est les méchants musulmans et que nos alliés, c'est les Juifs. On utilise évidemment la guérilla judiciaire. En France, la loi Yadan, qui est en train de se préparer, adoptée en commission le 20 janvier 2026, nouveau délit d'appel à la destruction d'un État reconnu par la France, punissable de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, qui est une des raisons pourquoi vous avez dû fuir comme réfugié politique en Russie, M. Soral. On utilise donc la loi pour nous expliquer qu'on pense mal, on est dangereux si on remet en question la légitimité d'Israël à faire un petit nettoyage ethnique à Gaza, en Cisjordanie, guerre d'expansion au Liban, guerre d'expansion en Syrie, colonisation. Il y a juste eux qui ont le droit. Hein? Bah là, c'est la grosse différence entre les États-Unis et la France. C'est que Nick Fuentes peut dire ce qu'il dit, protégé par le premier amendement. Bon, il risque par contre la stratégie américaine qui, en général, la balle dans la tête. Alors qu'en France, on a tout un appareillage judiciaire qui remonte d'ailleurs aux années 30, hein, la période d'ailleurs où la France est passée de 40 000 à 350 000 juifs entre 1918 et 1939. Il faut rappeler quand même
ce paramètre quantitatif qui fait qu'on a eu la loi Marchandeau, puis après la loi Pleven, et puis après, quand on arrive à 600 ou 700 000 juifs, on a la loi, j'ai oublié, la loi Guesso. Vous voyez, Oui. on peut faire un lien entre la montée de la communauté juive en France et les interdits, parce qu'il y a à la fois la puissance politique et médiatique liée à la corruption, mais le gros problème, c'est qu'il y a la soumission des tribunaux. C'est ça qui est le plus gros problème. Moi, à la limite de faire face à des menteurs professionnels, c'est pas très difficile. Le problème, c'est qu'il y a un arbitre ultime qui s'appelle la justice française, qui rend la justice au nom du peuple français de la République, et qui aujourd'hui vous sanctionne de peine de prison pratiquement immédiatement. Et d'ailleurs, la loi Yadan ne vient que parachever un processus qui est déjà en place depuis les années 90. Rappelez-vous comment il s'appelait ce grand penseur, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, qui avait écrit les mythes fondateurs de la politique israélienne. C'était quand même un type qui avait été résistant, militant communiste, et qui était un des très proches de l'abbé Pierre, avait écrit ce livre dans les débuts des années 90. Ce livre a été interdit, il a été condamné, vilipendé, et même l'abbé Pierre qui le soutenait a été obligé de, comment dirais-je, comme on dit, de faire teshuva, et était lui-même menacé. Donc en fait, la loi Yadan ne vient que parachever un long processus de domination, je dirais, totalitaire et dictatoriale sur la France, qui d'ailleurs est symbolisé depuis les années Mitterrand et encore plus depuis les années 2000 par ce qu'on appelle le dîner du CRIF, Oui. qui démontre la puissance sur la France d'une communauté qui représente moins de 1% de la population française et qui est très attachée à un État étranger qui s'appelle Israël, et qui, en même temps, prétend incarner cette autorité au nom de la République. Ils appellent ça d'ailleurs un banquet républicain. Je ne sais pas si vous voulez. Un banquet républicain qui est en réalité un banquet communautaire d'une communauté qui se réclame d'un pays étranger, se réclame d'une autorité divine. Car je le rappelle, ces gens-là sont tous des sionistes. Et je rappelle que la légitimité ultime d'Israël aujourd'hui, ils ont enfin tombé le masque, ce n'est plus la Shoah, c'est la Torah. C'est-à-dire que, à défaut d'avoir une constitution, Israël, la constitution de fait Oui. d'Israël, c'est la Torah, donc c'est une théocratie. Et en fait, nous avons des gens en France qui représentent moins de 1% de la population française, qui règnent sur le pays de manière dictatoriale en prétendant incarner la République, alors qu'eux-mêmes se réclament d'une théocratie. Et d'une théocratie en plus très éloignée de la religion traditionnelle de la France, qui est le catholicisme. Genre, on peut filer comment dirais-je, l'absurdité de tout ça et le côté obscène de tout ça très très loin. Voilà. Donc la loi Yadan n'est que je dirais, la dernière pierre à l'édifice. Mais souvent, c'est au moment où on pose cette dernière pierre que tout l'édifice se casse la gueule. Et c'est un peu ce qu'on peut espérer quand on voit aujourd'hui la pétition qui circule pour s'opposer à cette loi Yadan. Je rappelle que Madame Yadan se retrouve élue de la nation, hein, alors qu'en fait elle est élue au nom des Français de l'étranger. C'est-à-dire qu'elle a été élue par quelques milliers de personnes, par un espèce de montage qui est déjà une escroquerie. Elle ne devrait pas être députée normalement. Et elle a réussi à faire passer en première instance à l'Assemblée cette loi interdisant toute critique, non pas du judaïsme ou des juifs, mais du sionisme d'Israël. Hein, donc on est en France aujourd'hui face à une obscénité totale, une obscénité démocratique en tout cas, que je dénonce depuis plus de 20 ans, d'où tous mes problèmes, mais aujourd'hui dont les gens sont obligés de se rendre compte, sont obligés de s'en rendre compte de plus en plus, tellement ça devient, je dirais, obscène. Et je rappelle que le mot obscène veut dire de mauvais augure, vous voyez, ça augure mal de l'avenir de la France sur la question notamment de la paix civile, de la démocratie, etc. Ça, c'est un sujet spécifique. Il y a les États-Unis, il y a la France. C'est deux choses différentes. Hein. Aux États-Unis, on voit la colère de Nick Fuentes qui est en train d'entraîner la jeunesse de droite dans l'antisionisme, alors que la jeunesse de gauche l'est déjà par pro-palestinisme antiraciste. Donc on voit quand même qu'aujourd'hui, on a une gauche Soros qui se retrouve pro-palestinienne par antiracisme et anticolonialisme, et une droite qui traditionnellement était pro-sioniste grâce au travail des évangélistes chrétiens sionistes, et qui par Nick Fuentes, je rappelle, après la mort très suspecte de Charles Kirk, sont en train de basculer aussi dans l'antisionisme, non pas par antiracisme, mais par patriotisme américain. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on a une jeunesse de gauche et une jeunesse de droite qui sont très opposées, mais qui se retrouvent finalement
presque en accord sur cette question qui est l'antisionisme. Et C'est ce que votre Nixon fait. invocation. Oui, 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 j'avais. Gauche du travail, droite des valeurs. Oui, oui. Et puis j'avais bien dit que si, quand on parle d'antisémitisme, en fait, on veut parler, ça n'existe plus aujourd'hui, l'antisémitisme hitlérien. On parle en fait d'insoumission au suprémacisme juif. Un antisémite aujourd'hui, c'est quelqu'un qui refuse de se soumettre au suprémacisme théologico-racial juif. Ce qui d'ailleurs ne met pas tous les juifs dans le même panier. Il y a des gens à qui on n'a pas demandé leur avis, qui sentent que c'est dangereux ou même que c'est pas leur conception. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que nos dominants appellent l'antisémitisme, c'est le refus de se soumettre au suprémacisme théologico-racial juif. oui. Ça, c'est clair. Monsieur Et Soral, ça se comprend de plus en plus. Ça s'admet de plus en plus. Et ça, tout Oui. ça, c'est un changement. Ça va amener un changement très important de paradigme. On va sortir, je dirais, de la séquence Shoah. On est en train de sortir de la séquence Shoah, hein, c'est-à-dire du juif qu'on doit protéger parce qu'il est fragile et menacé. Et aujourd'hui, on doit se protéger du suprémaciste parce que non seulement il est tout puissant et menaçant, vous voyez, on a quand même une inversion totale sur cette question-là. Tout ça participe à ce grand changement de paradigme en cours, hein, qui parle de géopolitique, de politique américaine, de politique française, de théologie. Tous ces sujets s'articulent. j'ai devant moi là, les deux personnes, Monsieur Soral, qui m'ont initié au phénomène America First. Puis moi, je vous connaissais, mais Yann vous connaissait encore plus. Et moi, je rêvais là, de faire un lien justement avec ce phénomène-là et tout le travail que vous avez fait. Puis moi, puis Yann, on avait osé vous comparer à Nick Fuentes en sachant très bien que vous étiez pas dans les mêmes conditions de travail que Nick Fuentes. Puis c'est une des raisons pourquoi qui rend utile votre passage maintenant au Québec. Oui. C'est la 3e fois parce que ici, je dois vous dire qu'on est dans un désert de personnes qui sont sensibilisées à ce que vous nous présentez là depuis 3 émissions. Là, il y a Arnaud Develay qu'on peut peut-être essayer cette fois-ci là parce qu'il a changé d'ordinateur. Arnaud, as-tu des choses à ajouter? Si je comprends bien, on est passé sur la loi Yadan en France, oui, qui révèle vraiment une forme de zénith, de culmination dans un processus on va dire, de mise sous contrôle par des intérêts très particuliers et très identifiés depuis une bonne 40aine d'années maintenant. Et force est d'avouer qu'effectivement, on est passé de la figure de la victime qui rase les murs un peu comme dans le shtetl d'antan à celle d'une communauté organisée qui ne se cache plus, qui utilise des mots très violents. Hein. Je fais en cela référence à l'un d'entre eux, un certain Franck Tapiro, qui, lorsqu'on l'a justement confronté à une forme d'incohérence par rapport au discours des 40 dernières années et le fait qu'ils sont en train de se prendre les pieds dans le tapis, hein, entre guillemets, a déclaré, excusez-moi l'expression, on vous emmerde. On vous emmerde. Donc, c'est complètement assumé. Ça veut dire que ça révèle une certaine confiance dans le degré de contrôle qu'ils exercent sur la France et ses institutions, sachant que ils ont aussi des compagnons de route. Hein, il faut pas l'oublier, ça. On a trop tendance à se focaliser sur le sommet de la crête, alors qu'il y a quand même, on va dire, un soubassement qui fait que cette domination ne serait pas possible. Et là, on parle de gens dont on pourrait dire sont des bons catholiques, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Pas à la marge. Alors, certains diraient, oui, c'est la franc-maçonnerie, comme disait Hollande. Hein. C'est Hollande qui disait que la présidence en France, ça passe par la franc-maçonnerie. Mais enfin bon, il faut à un moment donné arrêter d'essayer de s'auto-flageller en se disant que, en octroyant à nos adversaires, si je puis dire, des super pouvoirs. Il n'y a pas de super pouvoir. Il y a surtout beaucoup de collaboration, beaucoup de soumission, beaucoup de lâcheté, beaucoup de volerie. Et il y a des gens qui se font payer des sommes d'argent prodigieuses. Alors, tantôt en espèces sonnantes et trébuchantes, tantôt en actions, tantôt en postes, tantôt, on pourrait dire, et je pense pas que ce soit la majorité par effectivement des formes de chantage, mais je pense que c'est toute cette catégorie de collaborateurs collaborent
sciemment et ne s'en cache pas. Alors après, il y aura des comptes à rendre. Moi, je pense qu'à un moment donné, et c'est souvent une expression qui revient dans la bouche d'Alain, ce ne sera pas par les urnes, ce sera par les burnes. On a quand même un système en place depuis 230 ans qui fait qu'aujourd'hui, si le peuple français, bien compris dans toutes ses composantes d'ailleurs, hein, des gens qui sont simplement rattachés à une forme de bon sens, de tradition, de verticalité, qui ont des enfants, qui ont peur pour l'avenir, pour leurs enfants, si toutes ces catégories de Français et ça, je crois que c'était quelque chose que Nick Fuentes avait dit la semaine dernière, il faut mettre de côté toutes nos différences et regarder les choses pour ce qu'elles sont, parce que là, si on n'est pas capable de faire l'union sacrée, Oui, c'est là qu'il faut, c'est là qu'il faut introduire un paramètre qui est très important, c'est l'invasion migratoire organisée en France par ces gens-là, il ne faut pas oublier, au départ pour lutter contre le Front National, de casser l'unité ethnique et religieuse de la France, qui était quand même encore assez solide depuis les années 80 par un travail d'immigration, qui s'est appelé en France le regroupement familial, hein, l'immigration de peuplement. Il y avait à la fois la mémoire de ce qu'on appelle la Shoah, c'est-à-dire la mémoire des persécutions hitlériennes, et progressivement de nous amener, après un remplissage de la France d'immigrés souvent d'origine africaine, nord-africaine et donc souvent musulmans, ces gens-là s'en sont servis dans un premier temps pour contrer la résistance française, on va dire patriote blanche, et aujourd'hui s'en servent pour dire que face à cette menace islamiste qui présente grâce aux médias comme une invasion volontaire et presque de type guerrière, en s'appuyant effectivement sur l'histoire de l'Empire musulman, la proposition qui est faite pour pousser à la collaboration, à la soumission, c'est assez habile, hein, c'est toujours de la triangulation, c'est de dire nous, les sionistes, nous sommes le rempart face à l'agression musulmane, comme vous pouvez le voir au Proche-Orient. Donc effectivement, ils font une inversion, mais c'est pas grave. Et donc, nous sommes là maintenant pour vous protéger en tant que blancs. Et ce que je dis maintenant, c'est les Juifs se présentent comme les blancs des blancs et des super blancs contre l'invasion musulmane qui tantôt est dans la main des frères musulmans, tantôt aujourd'hui dans la main du chiisme iranien, ce qui est complètement absurde parce qu'il n'y a pas plus opposé en réalité que les frères musulmans et les chiites iraniens, mais c'est pas grave. Et ça, c'est ce qui fait quand même que beaucoup de gens marchent dans la combine, c'est de dire les musulmans, pour le français de base, à cause des médias, c'est le délinquant ethnique de banlieue, c'est-à-dire la racaille, qui en réalité est une production purement européenne, occidentale et américaine. Il n'y a pas de racaille dans les pays musulmans vivant selon la tradition musulmane. Hein. Je rentre là en ce moment d'Asie centrale, il n'y a pas de racailles en Asie centrale, hein, qui sont quand même que des pays musulmans. Mais donc, on se sert de la peur du musulman qui est hors Christian très lent pour dire, voilà, maintenant, nous vous protégeons de cette invasion, et je rappelle de cette invasion qu'ils ont eux-mêmes organisée. Vous voyez qu'un type comme Julien Drey est passé des années 80 de Touche pas à mon pote et de SOS Racisme, où il combattait le Front National, et donc en fait les patriotes français, ce qu'on appelle les identitaires, à coups de migrants, avec un discours insultant, réduisant le français à un collabo, à un raciste et à un colonisateur. Aujourd'hui, ils ont inversé leur propagande à 180 degrés en disant « Nous sommes tous des Blancs dans une union sacrée des Blancs. Hein, vous les patriotes français, nous les Israéliens, nous sommes l'avant-garde de la défense de l'Occident blanc contre cette invasion musulmane. » Et ça, malheureusement, c'est un narratif qui permet quand même à cette minorité sioniste et suprémaciste d'agir efficacement politiquement en France. Beaucoup de Français ont très peur de l'invasion musulmane parce qu'ils l'assimilent à la délinquance de banlieue, alors que cette délinquance de banlieue a été entièrement organisée par ceux aujourd'hui qui prétendent la dénoncer et nous en protéger. C'est là où on est dans une période d'obscénité pour moi radicale, hein, parce qu'aujourd'hui des types comme Julien Drey tiennent exactement le discours de Jean-Marie Le Pen des années 80, alors que Jean-Marie Le Pen c'était un discours préventif. Alors que là, le discours de Julien Drey aujourd'hui, c'est un discours de guerre civile, parce que c'est déjà trop tard aujourd'hui. Il faut penser autrement la solution française. Hein. Et ça, c'est pour vous dire la nuisance intégrale de cette communauté organisée qui, pour se maintenir au pouvoir ou conquérir le pouvoir en étant à la fois très minoritaire et illégitime, par la stratégie systématique du diviser pour régner, a transformé la France en un chaos. Hein, un chaos qui est au bord de la guerre civile. Quand on voit d'ailleurs
comment ils ont rallié le RN, c'est-à-dire le parti historiquement d'extrême droite antisémite, ils l'ont rallié sur une ligne de suprémacisme, finalement, ce que j'appelle la réconciliation de la race des seigneurs et du peuple élu. Et de l'autre côté, ils ont diabolisé le parti historiquement issu de la Mitterrandie antiraciste qui s'appelle les LFI et de M. Mélenchon. C'est-à-dire que nous sommes face à des apprentis sorciers qui sont prêts à faire plonger la France dans la guerre civile, alors qu'on est déjà dans une période de crise économique, hein, on n'en a pas besoin, simplement pour se maintenir au pouvoir, alors qu'en réalité, ils sont totalement illégitimes, puisqu'en réalité, on voit bien que le pays de leurs rêves n'est pas la France, et qu'en fait, c'est une France, je rappelle la phrase de Finkielkraut, ce pays mérite notre haine. Faut pas oublier, ce sont des gens qui passent leur temps depuis les années Mitterrand. Avant, ils n'osaient pas sous De Gaulle. Hein. Depuis les années 80, ces gens passent leur temps à insulter la France et les Français, je le rappelle. Hein. Et là, on est quand même dans une situation d'obscénité, je dirais, radicale et que j'espère terminale. Et on est vraiment dans quelque chose qu'on peut qualifier de trop, c'est trop. On est dans une période, en fait, je dirais presque mondiale, en ce moment, de trop, c'est trop. Et comment ça va finir, je ne sais pas. Mais en tout cas, la colère monte, l'obscénité monte, et les apprentis sorciers sont de plus en plus visibles et identifiables pour ce qu'ils sont, des apprentis sorciers. Nous sommes dans la main, aujourd'hui, notamment en France, d'apprentis sorciers. Exactement. On a un fantasme de l'identité blanche européenne qui est instrumentalisé par une élite d'occupation. Il faut qu'on se le dise. C'est un international juif, sioniste, israélien. Et ils ont leurs griffes partout. Par exemple, au Canada, B'nai B'rith. B'nai B'rith, qui est une organisation qui nous explique comment combattre l'antisémitisme. Donc, on a une force de travail spéciale qui a été lancée depuis fin 2025. Et à chaque semaine, cher Alain, je reçois des publicités sur Twitter pour m'expliquer qu'il faut combattre l'antisémitisme au Canada. C'est la même chose qu'en France avec la loi Yadan présentement. En Australie, après la tuerie à la plage Bundy, je pense. Au Canada, on a voté la loi C9 qui est censée combattre la haine et on a rajouté en astérix les engagements nationaux en matière de lutte contre l'antisémitisme. 26 janvier 2026. Donc, notamment, le Canada va avoir des polices spéciales pour protéger les quartiers juifs. Et on a aussi adopté la définition de l'antisémitisme du IHRA. D'ailleurs, je ne connais pas spécialement le Canada, mais je pense à la stratégie d'immigration qui a été québécoise depuis les années 80-90, qui est quand même de faire venir beaucoup, notamment de Marocains musulmans. Et tout ça pour casser quand même une certaine conscience identitaire québécoise qui est très française, qui est, rappelons-nous, le discours de Québec. Et ces gens-là, aujourd'hui, qui passaient des années à remplir le Québec de Marocains musulmans, venant d'un autre monde, etc., aujourd'hui, nous disent en gros qu'ils sont un vecteur d'antisémitisme et qu'il faut se protéger contre eux. On est toujours face aux mêmes pompiers pyromanes. Hein. Avec des gens qui tout le temps jouent du diviser pour régner et au ce moment essayent de procéder à un certain rééquilibrage. C'est-à-dire que moi, je vois en France en ce moment la montée aidée par tous les moyens de Sarah Knafo et d'Éric Zemmour, qui d'ailleurs représente une tentative de créer en France une sensibilité chrétien-sioniste. Ce qui est d'ailleurs exactement la figure de Bolloré, qui je rappelle est un Rothschild Goldschmidt, qui prétend avoir un confesseur catholique traditionnaliste. Donc il y a vraiment, à travers Bolloré et les médias Bolloré, la tentative de créer en France une sensibilité chrétienne sioniste qui est beaucoup plus difficile à implanter qu'aux États-Unis parce que la France est un pays catholique, même si c'est un pays catholique culturel. Ça ne peut marcher, ça, sur un terreau protestant. C'est pour ça que c'est compliqué pour Éric Zemmour. Ils y arrivent pas vraiment. Alors maintenant, ils disent qu'ils veulent sauver strictement la religion catholique. Avant, ils se présentaient comme chrétiens, judéo-chrétiens. En France, le concept de judéo-chrétien est très difficile à vendre parce que ça s'appelle le protestantisme, si on veut, mais le catholicisme est un refus du judéo-christianisme, et la France est la fille aînée de l'Église, hein, je le rappelle. Le déclin de la France est lié à la révocation de l'édit de Nantes. Hein. C'est parce que nous avons refusé, au niveau du pouvoir français, de devenir protestants, que nous avons été déclassés économiquement, progressivement, par rapport à l'Angleterre, qui, je rappelle, est l'origine de l'Empire. Hein, c'est le mariage de la reine Victoria et de son ministre d'Israélie, n'est-ce pas? C'est la City. Donc on peut prolonger cette analyse de fond très très loin.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où le judéo-christianisme décline aux États-Unis à cause de la violence de Gaza, puisque c'est, je dirais, le sens du martyre des Palestiniens, c'est d'avoir aidé des gens comme d'ailleurs Charles Kirk à comprendre que Jésus ne peut pas vouloir Gaza. C'est-à-dire que toute cette idéologie judéo-chrétienne, dont le but est de dire vous qui marchez derrière le Christ devez marcher derrière Israël, est en train de s'effondrer à cause du génocide de Gaza. Et ça veut dire qu'il y a un sens, je dirais, biblique du sacrifice palestinien. Ça permet au moins la prise de conscience. Et ça, c'est l'héroïsme palestinien. Et ce qui est étrange, c'est qu'au moment où ça s'effondre aux États-Unis, notamment Nick Fuentes l'exprime très très bien. Ça aussi, c'est le paradoxe. On a tué Charles Kirk et finalement, on a eu Nick Fuentes qui est bien plus radical que Charles Kirk sur cette question critique. Mais au moment où ce judéo-christianisme sioniste a tendance à s'effondrer aux États-Unis, notamment auprès de la jeunesse, pas auprès des boomers, mais auprès de la jeunesse, c'est certain, d'après les informations que j'ai, les jeunes n'en veulent pas, ni à gauche ni à droite. En France, ils essayent de l'implanter de toutes pièces par ce qu'on appelle les médias Bolloré, et notamment le personnage assez bien construit de Sarah Knafo, que j'ai bien connu. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir que, de même que les néoconservateurs qui avaient été un peu mis en minorité au début par Trump, première période, se sont tous rabattus dans l'Union européenne. On a aussi quelque part cette idéologie judéo-chrétienne qui a tendance en ce moment à muter vers la France et sans doute aussi d'ailleurs plus facilement vers l'Angleterre, avec des types comme Robinson, dont on sait d'ailleurs qu'ils sont entièrement stipendiés par Israël, qui en plus, quand ils font une tournée en Israël, passent leur temps à se faire insulter. Et à se faire prendre en photo. Oui. Et Yann, ça avance, notre projet avance, parce que dans les premières émissions qu'on faisait, on a dit si on peut sensibiliser les gens à ce phénomène-là. Et ce soir, M. Soral, moi, c'est les Français qui me parlaient de ça à travers mes émissions. Le terme judéo-chrétien, ça n'existe pas. Pourtant, j'ai été élevé là-dedans. Et je peux vous dire que l'utilité de votre passage ici au Québec est, entre autres, et surtout, de faire comprendre ça aux gens. Parce qu'ici, là, j'ai parlé de ça avec des historiens, puis on est encore dans des histoires de Père Noël où on croit vraiment au peuple élu et leur mission qui est la nôtre, en fait. J'ai tout compris ça là à travers mes discussions. Puis un monsieur, Yann, tu seras d'accord avec moi, Alain Soral est du calibre au Québec à allumer le monde ici au Québec parce que ça dort à ce niveau-là. On est capable, comme Mathieu Bock-Côté, d'identifier ça à un premier degré, mais jamais qu'on va jusqu'au fameux banquier judéo-protestant que je dénonce, moi, de la Côte-Saint-Luc de Montréal, qui est le fond du problème. Et je vous rappelle, M. Soral, qu'il y a un député du Parti libéral, donc très fédéraliste, qui en 95, lors de notre dernier référendum sur la souveraineté, il s'appelle Christos Syros, c'était un ancien ministre du Parti libéral du Québec, qui avait dit, juste avant l'annonce du référendum, que c'était la dernière fois qu'on allait avoir un référendu sur la souveraineté du Québec, parce que par la suite, on allait nous noyer dans l'immigration. Et c'est pas moi là, qui le dis, ça a été dit publiquement par un politicien qui, aujourd'hui, le Parti libéral du Québec et du Canada, vit sur des méthodes électorales où on amène des gens de l'extérieur venir voter et on perd la majorité dans plusieurs comtés. Là, la région de Montréal, aujourd'hui, est exclusivement libérale. C'est facile. Ils ont utilisé ce stratagème-là pendant même les empereurs romains utilisaient ça. C'est faire venir des colonies peupler ton territoire central, leur donner le droit de citoyenneté et ils viennent t'élire. Ce qui est paradoxal aussi et obscène, c'est que les gens qui nous imposent ça, eux, font exactement le contraire dans le pays de leur rêve qui s'appelle Israël. Hein, qui, je le rappelle, est une démocratie coloniale. Elle est démocratique pour les juifs et coloniale pour les non-juifs. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais accéder à la pleine citoyenneté si vous n'êtes pas juif au sens des lois de Nuremberg. Hein, je le rappelle, hein, ce sont les mêmes. Hein. Et pourtant, c'est une démocratie, hein, la plus grande démocratie dans la région. Oui, c'est une démocratie coloniale. C'est là où il y a un côté schizophrène. C'est qu'effectivement, c'est une démocratie pour les juifs. Mais c'est une démocratie coloniale. Pour les non-juifs, c'en est pas une. Mais comme c'est l'État juif, effectivement, les gens disent nous, l'État juif, sommes une démocratie. Vous êtes une démocratie pour les juifs. Voilà. Mais il n'y a pas que des juifs. Sur 9 millions, il y a un tiers qui ne l'est pas et qui sont de fait des citoyens de seconde zone. Mais ça, si on projetait ça sur la France,
on se ferait traiter par les mêmes qui soutiennent Israël de nazis. Vous voyez, là, on est face à des gens qui, au mieux, sont dans la double pensée, ou alors sont des schizophrènes en réalité. C'est des gens qui... Parfois, quand je discute avec des amis juifs, ils ont même du mal à faire ce travail conceptuel pour identifier leurs propres contradictions. Ils sont tellement, je dirais, dans le tribalisme quelque part, qui est en fait la base, même si après ils rajoutent par-dessus de l'intellectualisme et de la culture raffinée, mais en fait il y a un substrat tribal qui fait qu'ils n'arrivent souvent pas à faire ce travail critique honnête. Et d'ailleurs quand ils y arrivent, ça donne Gilad Atzmon, quand ils déchirent le voile du tribalisme, alors là ils basculent en général, je suis presque obligé moi-même de les freiner tellement ils deviennent critiques de leur propre communauté. Vous voyez, c'est ça qui est étonnant. Et oui, c'est la nouvelle définition de l'antisémitisme est là à l'écran. Je la mets à l'écran tout de suite. International Holocaust Remembrance Alliance, IHR. Gardez ça en tête comme acronyme. Ça a commencé en 2016 et là, depuis décembre 2025, c'est la nouvelle réalité. Partout dans les pays occidentaux, on veut adopter cette définition-là pour expliquer que si tu critiques Israël, t'es plus antisioniste, t'es antisémite directement. Donc, tout ce qui est antisioniste, antisémite. Anti-Israël, antisémite. Anti-Netanyahou, antisémite. C'est la nouvelle réalité. Arnaud. Ouais, je vais laisser Arnaud s'exprimer. Oui, vas-y Arnaud. Oui, effectivement, ça a été la mise en place étape par étape d'un système juridique qui fait juridique entre guillemets, qui joue avec les mots. On est dans une forme de cynisme quelque part assumé, qui fait qu'aujourd'hui, à l'époque en 2009, on avait déjà la garde des Sceaux de l'époque, Ali Omari, qui avait elle-même, elle était en avance sur son temps. Elle avait déjà dit qu'elle assimilait l'antisionisme à l'antisémitisme. Mais là, les tribunaux de la République avaient quand même mis le haut là. Sauf que là, effectivement, avec la loi Yadan, on arriverait à ce stade terminal où on serait aligné avec d'autres pays occidentaux, parce qu'on faut pas se leurrer, c'est un effort coordonné, synchronisé, qui vise à parachever, en fait, ce renversement d'alliance qu'on a pu voir après les attentats du 11 septembre. C'est encore une fois assez intéressant de voir les paramètres. Les étapes. Dans le temps. Oui, c'est ça. Et on se rappelle déjà un premier gros marqueur, c'était l'invitation en décembre 2010 en Israël de tous les partis dits populistes d'extrême droite, mais souvent d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux de pays protestants, qui étaient complètement alignés sur l'islamophobie et sur le conflit des civilisations, puisqu'en fait c'est le discours huntingtonien qui a commencé à sortir de nulle part à partir de 2001, 2002, 2003. Rappelons-nous de tous les anciens gauchistes, Christopher Hitchens en Angleterre, sont devenus en fait du jour au lendemain des islamophobes carabinés, eux qui prenaient la diversité durant les 25 premières années précédentes. Et ça a culminé tout ça, effectivement, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères israélien de l'époque, Lieberman, de tous ces chefs de parti où ils ont été conviés avec visite de la Knesset. Et ce qui est intéressant, c'est que le seul parti à l'époque qui n'était pas invité, c'était le Front National, qui à l'époque était encore dirigé par Jean-Marie Le Pen. Rappelons qu'il a donné le parti à sa fille en 2011, l'année d'après, et que lui, par contre, n'était pas convié. Jean-Marie Le Pen avait pris position plusieurs fois pour une forme de position équilibrée au Moyen-Orient, on va dire, au Proche-Orient, on va dire ça comme ça. Il avait défendu le droit international lors de la guerre d'Irak en 90 et à nouveau en 2003. Interrogé par une jeune journaliste iranienne, il avait dit que l'Iran ne lui posait pas de problème et que les Iraniens voulaient juste être souverains. Donc c'était quelqu'un qui, aux yeux des éditionnistes, devait soit passer la main, soit être éliminé d'une manière ou d'une autre. Ils sont passés par sa fille qui a jamais compris que dans le tribalisme bien compris, c'est les liens du sang qui comptent. Donc elle s'est rabaissée plus bas que bas, elle s'est humiliée, elle a trahi son nom, elle a sali son nom, sali sa famille, elle a trahi son père en public. Et ce faisant, tout ce qu'elle a hérité, c'est l'an dernier de se faire épingler par ses affaires montées de toutes pièces, puisque tous les autres partis le font, faut pas se leurrer.
l'affaire des soi-disant attachés parlementaires européens. Elle pensait pouvoir avoir montré patte blanche, et le fait est qu'une fois qu'ils l'ont utilisé, ils l'ont humilié, parce que le rituel d'humiliation, on parlait de Robinson et sa visite en Israël, il a été rituellement humilié par un de ses officiers traitants devant caméra. Donc ça il ne faut jamais collaborer avec ces gens-là. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est qu'à un moment donné, on pense toujours qu'on peut faire un bout de chemin ensemble. Il n'y a pas de bout de chemin à faire ensemble. Il y a quand même une dimension. Une fois qu'ils ont fini avec vous, ils vous jettent sous le bus. C'est tout. Il y a une dimension quand même positive à cet changement de définition de l'antisémitisme, puisque quand on nous dit que l'antisionisme serait de l'antisémitisme, on en arrive en fait à la vraie définition originelle de l'antisémitisme. Un antisémite, c'est quelqu'un qui refuse d'admettre que les Juifs sont le peuple élu, tout simplement, ou qui refuse de se soumettre au peuple élu. Et aujourd'hui, en fait, on arrive à cette définition-là. C'est ça la loi Yadan. C'est que tout est antisémitisme, c'est-à-dire que dès lors qu'on critique le judaïsme, bon, les deux mamelles, je rappelle, sont terre promise et peuple élu, hein, la terre promise et le peuple élu, c'est-à-dire qu'un mensonge qui justifie un vol, hein, radicalement, c'est ça, hein, puisque le peuple élu, ils sont élus, ils s'élisent eux-mêmes, donc c'est un mensonge, qui justifie un vol, parce que je rappelle que la terre promise n'est pas la terre des ancêtres. La terre des ancêtres, c'est que la terre appartient à ceux qui la travaillent, génération après génération. C'est ça l'idée. La terre promise est une terre bibliquement déjà qu'on vole à ses légitimes propriétaires. Faut pas oublier. Donc il n'y a même pas cette antériorité de la, comment dirais-je, de la possession de la terre par la Torah. Hein, même ça, ils ont du mal quelque part à l'identifier. Cette terre nous est promise par Dieu. Oui, elle vous est promise et vous allez la voler à ses légitimes propriétaires. C'est déjà originellement un vol. Hein. Donc même quand ils disent on revient dans une terre qui était à nous il y a très longtemps, alors qu'ils ont été très peu présents en réalité. Le judaïsme est essentiellement une mythologie qui se fait passer pour un récit historique, ce qui est la grande différence entre la Bible et l'Iliade et l'Odyssée. Les Grecs ne prennent pas l'Iliade et l'Odyssée pour un récit historique. C'est un récit allégorique et c'est une mythologie. Le judaïsme aussi, la Torah est essentiellement une mythologie. En fait, on nous présente ça comme un livre d'histoire, alors qu'en fait c'est un projet politique, hein, basé sur une mythification. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui, parce qu'on arrive finalement à un dévoilement, c'est qu'effectivement, après nous avoir dit que l'antisémitisme était lié en fait à la période hitlérienne, ce qui était vrai, il y a eu l'antisémite, c'est celui qui rêvait peut-être d'accomplir le projet hitlérien. Mais aujourd'hui, il n'en est plus question. Aujourd'hui, un antisémite, c'est quelqu'un qui conteste Israël, qui, je rappelle, est l'État juif, dont la constitution de fait est la Torah, et qui dit bien « nous sommes le peuple élu et la terre nous est promise ». Et je rappelle que dans la Torah bien lue, la terre, c'est toute la terre. Hein. Même le grand Israël n'est quand même qu'un Commonwealth pour pouvoir arriver à une domination totale et terminale des nations soumises et réduites en esclavage. Hein, c'est bien marqué, c'est la destruction. Les goïms, ça s'appelle les nations. Alors moi, au tribunal, je venais avec un t-shirt avec marqué Goy, et je dis, bah oui, c'est ce que je suis pour eux, je suis un sous-homme. Et il y avait toujours la procureure qui faisait le tapin, qui disait, non, ça veut dire les nations. Et moi, je disais, oui, madame, ça veut dire les nations à soumettre et à détruire. Il faut toujours terminer la phrase. Hein. Pas les nations à respecter dans leurs frontières et à respecter comme égales. Hein. C'est toujours avec une idée de verticalité et de verticalité brutale. Voilà. Et tout ça, finalement, est rendu compréhensible aujourd'hui. Il suffit simplement d'un peu de courage. C'est pour ça que l'argument, souvent, c'est il suffit de cesser d'avoir peur. La vérité, en fait, est sous nos yeux. Voilà. Aujourd'hui, un antisémite, c'est quelqu'un qui refuse de se soumettre au suprémacisme théologico-racial juif. Et ça, c'est ce que nous dit la loi Yadan. Ça n'a plus rien à voir avec l'idée qu'il y aurait des méchants nazis qui voudraient persécuter des juifs d'Europe centrale. On voit très bien qu'on est sorti totalement de cette définition qui a peut-être eu une réalité, mais qui était une réalité, je dirais, topique. Une réalité sur une séquence très courte. Là, on revient à la définition transhistorique et universelle de l'antisémitisme. Un antisémite, c'est quelqu'un qui refuse de se soumettre au suprémacisme juif. C'est tout. Monsieur Soral, ça a fait parler à Égalité et Réconciliation ces derniers jours. Non, c'est pas celle-là que je voulais mettre. C'est celle-là ici. Attends un petit peu, on va passer à la tienne par la suite, Yann. C'est un de nos préférés à Brochu TV, qui est Monsieur Yakovlev, qui pendant nous, on couvre la guerre en Ukraine depuis plusieurs années, puis on le trouvait très sulfureux. Mais là, il y a véritablement un changement.
Et je voulais vous entendre 5 minutes sur les dernières sorties. Quelle est la logique de ces bombardements pour vous? Une logique de vengeance, une logique de, j'hésite pas à le dire finalement, de plaisir sadique. Les Israéliens en ont rien à foutre des Libanais. Ça rappelle notamment l'affaire des beepers. Hein. Ils ont une capacité de renseignement qui aujourd'hui a beaucoup progressé. La notion de, pour se payer 5, 10, 15 gars du Hezbollah, on va flinguer 250 innocents, en envoyer 2000 à l'hôpital et détruire la moitié d'un quartier, c'est totalement disproportionné. C'est aussi la guerre à l'israélienne. C'est-à-dire, moi, je règle mon problème, j'ai un imbécile, j'ai un salopard à frapper, s'il y a 1000 morts autour, ça me gêne pas plus que ça. Et donc, aujourd'hui, si vous étiez général israélien, qu'est-ce que vous feriez? Vous écririez une carte postale au Hezbollah pour dire, s'il vous plaît, les gars, soyez sympas? et si on avait de la compassion pour le Liban, c'est bizarre comme idée, ça. Si on se mettait un peu à leur place. Oui, juste pour cadrer, expliquer rapidement qu'est-ce qui s'est passé pour les gens à la maison. Il s'est passé l'histoire des pagers 2.0. Donc, l'histoire des pagers, c'est qu'on a les Israéliens qui ont infiltré les lignes d'approvisionnement, la logistique mondiale pour pouvoir vendre directement un lot de Padgett à des gens du Hezbollah. Et ça a fonctionné. Mais là, on a refait ça avec un meeting Zoom. Donc, on a réussi à se brancher à un meeting Zoom du Hezbollah. Et là, on a ciblé, probablement grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, les 100 personnes du haut commandement du Hezbollah. Et on a décidé d'envoyer 50 jets pour les bombarder en même temps, en 10 minutes. Donc, une opération haut en couleur. Ça montre le niveau opérationnel des Israéliens. Très peu de services de renseignement mondiaux qui sont capables de faire ça avec l'aide de leur armée. Mais en même temps, ils se dévoilent, comme vient de dire M. Alain Soral. Ils dévoilent le fait qu'ils méprisent les goïs. Pour eux, on est la vermine. Et on n'a pas de droit humain. Ils n'arrêtent pas de le dire, le droit international n'existe plus. Et ils s'en foutent de qu'est-ce qui se passe, ils s'en foutent des images. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour littéralement nous remplacer, nous détruire et se faire un projet immobilier. Donc, oui, merci, M. Soral. Oui, il y a ça, Yann, puis le phénomène Yakovlev. J'aime ça des fois entendre M. Soral commenter certains acteurs de la géopolitique. Puis Yakovlev a une position très surprenante sur Israël en ce moment. Ben, il a basculé complètement parce qu'il a été pendant très longtemps le commentateur de l'affaire ukrainienne où là, il était totalement dans le camp opposé. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine et l'Israël, c'est très très lié puisqu'en réalité, Israël est un projet ukrainien, hein, je le rappelle d'un point de vue ethnique. Tous ces gens qui tiennent Israël, qui sont ce qu'on appelle des Ashkénazes, viennent d'Ukraine, de Lituanie, de Pologne. Aucun n'est un sémite. Hein. D'ailleurs, ils ont été obligés de changer leur nom. Et pour masquer ça, ils ont fait de l'hébreu, qui est une langue liturgique, qui était une langue morte, la langue, j'irais, du pays, ce qui d'ailleurs prouve leur incroyable capacité de refaire naître une langue en quelques décennies, pour masquer qu'en fait, chez eux, en douce, ils parlent le yiddish, c'est-à-dire un patois allemand. Pour les gens qui nous parlent d'antisémitisme, on est dans un antisémitisme sans sémites. Même d'ailleurs bien plus, puisque les sémites sont en face. Hein. Les sémites, ce sont les Palestiniens, on le sait. Mais bon, on est à un tel niveau d'obscénité dans tout ça que même ça, aujourd'hui, tout le monde le sait plus ou moins et personne n'en a plus rien à foutre. Ils sont passés outre tout ça. Mais ce qui est marrant avec Yakovlev, c'est que c'était un type qui était très soumis. Je rappelle, c'est un général otanesque. Donc en fait, c'est un général américain, d'une certaine manière. Et il était totalement aligné sur la politique anti-russe, néocon, impériale. Et là, il commence à se lâcher. C'est-à-dire que c'est le goy pour qui trop, c'est trop. Parce que c'était vraiment un goy soumis, lui, hein, puis pas qu'un peu. Hein. Et d'ailleurs, il est encore invité à cause de son passé. Je pense qu'à un moment donné, on va le voir disparaître. Parce que, et ce qui est marrant, c'est ce qui le fait basculer, c'est le Liban. Ce qu'on peut comprendre, parce que le Liban est un pays frère de la France. C'était un pays qui, je le rappelle, a été déclaré de mort par Israël. Pourquoi? Parce que c'était un pays riche, multiconfessionnel et proche-oriental. Et en paix. Oui, bah forcément. Et donc Israël ne veut pas qu'on puisse admettre que c'est possible un pays riche, multiconfessionnel au Proche-Orient. Parce que réellement, c'est le seul destin possible d'Israël pour qu'il ne disparaisse pas, c'est un destin à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire d'accepter de rejoindre la communauté des nations. Quand on dit pourquoi on n'aurait pas le droit à un État juif, pourquoi on n'aurait pas droit aussi en France à un État ethniquement pur et catholique et intégralement catholique, dont on chasserait systématiquement les autres ou dont on ferait des citoyens de seconde zone. Si on transposait la vision israélienne en France,
les Français de souche seraient citoyens pleinement à condition d'être catholiques, et les autres qui seraient sur le territoire, qui seraient là surtout d'ailleurs pour travailler, auraient droit à une citoyenneté de second ordre, ou n'auraient pas le droit à la propriété de la terre, etc., etc. Si on proposait ça, c'est-à-dire à l'israélienne, tous les juifs de gauche, et même d'ailleurs les juifs de droite, nous traiteraient de nazis. C'est ça qui est incroyable, on le sait déjà. Donc Yakovlev est vraiment un symptôme, je dirais, de ce que j'appelle le trop c'est trop. C'est que là, lui qui était vraiment un soumis intégral, explose et ose dire ce qu'il a toujours su, c'est-à-dire ce qu'on comprend quand on lit simplement la Torah, hein, c'est qu'au cœur du judaïsme, pour ceux qui vivent selon ces valeurs, je dirais, et qui y croient intégralement, parce que c'est pareil, moi j'appelle les juifs du quotidien, les juifs sur les bords, et puis les juifs jusqu'à la trogne, et les juifs jusqu'à l'os. Voilà, il y a toute la panoplie possible. Mais en réalité, quand on regarde la Torah, ces gens pensent que Dieu leur a donné l'histoire à gérer, à commander, et à faire d'ailleurs, et que nous sommes, nous, des espèces d'outils, des esclaves, des entités qui sont là uniquement pour les servir et qu'il faut soumettre, et chaque fois qu'il y a un refus de soumission, c'est le châtiment, l'écrasement, je dirais l'écrasement dans le mépris total. Ce qui d'ailleurs produit quelque chose qui les affecte aujourd'hui, c'est que quand on n'a aucun respect absolu pour l'autre, on baisse sur le plan de la performance psychologique. On ne fait plus aucun effort pour se mettre à la place de l'autre et le comprendre. Et là, on voit aujourd'hui que nous sommes face à des gens qui ont un tel mépris, une telle arrogance et qui ont une telle culture du mensonge. Car je rappelle, il faut quand même lier profondément, j'ai pas besoin de citer Victor Hugo, la culture juive et la culture du mensonge. La vérité si je mens, c'est le titre d'un succès de cinéma français. Ça dit bien ce que ça veut dire. La vérité si je mens. Hein, tout est dans le titre. Ces gens-là sont des menteurs pathologiques. Hein. Et à un moment donné, le problème quand on est un menteur, c'est qu'il ne faut pas croire à ces mensonges. Mais comme il y a un effondrement de la qualité juive depuis ce que j'appelle la revanche posthume d'Hitler, la situation est devenue trop facile pour eux et il y a un affaissement du niveau d'intelligence critique. Le problème aujourd'hui, je crois, des juifs de dernière génération qui nous oppriment, c'est qu'ils croient à leurs mensonges. C'est une chose de mentir à l'autre pour le dominer, et c'est autre chose de croire à ses mensonges. Quand on se met à croire à ses mensonges, on en devient victime aussi. Et là, on peut quand même faire cette remarque. Moi qui suis très admirateur des grands juifs du 19e siècle, hein, je suis marxiste, j'ai dédié un de mes livres à Lucien Goldman et un autre à Georg Lukács, donc j'ai pas de leçons à recevoir sur le génie des juifs émancipés du 19e siècle, dont je rappelle, le combat était de se libérer de l'obscurantisme talmudique, hein, je le rappelle. Hein, il faut quand même connaître cette histoire de ces grands esprits juifs émancipés qui ont fait d'ailleurs quelque part le 20e siècle. Bon, on va pas le redire, hein, Marx, Freud, Einstein, voilà. On arrive au bout de ce cycle hein, aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on est face à des gens qui sont dans un effondrement moral et un effondrement aussi intellectuel et un effondrement psychologique. Nous sommes face à des psychopathes, c'est le mot. Hein. Et malheureusement, ces psychopathes se sont hissés au sommet du monde occidental en s'appuyant sur un processus qui s'appelle le processus égalitaire, c'est-à-dire sur l'antiracisme et l'égalité, alors qu'ils sont les plus inégalitaires et les plus racistes de tous. Et ça, c'est ce que j'appelle, dans mon dernier livre, qui s'appelle « Comprendre l'époque », ce processus diabolique. Des gens qui se sont hissés au sommet de notre monde en s'appuyant sur l'égalité et l'antiracisme, alors qu'ils sont les plus inégalitaires et les plus racistes de tous. Et on est face à ce paradoxe aujourd'hui en France, c'est que la communauté qui gère l'antiracisme en France est la seule communauté fondamentalement raciste, puisque ni les musulmans, ni les chrétiens, leur fondement idéologique et religieux n'est pas basé sur la race. Hein. Je rappelle, ce sont des religions prosélytes et profondément égalitaires. Pour devenir musulman, il suffit de le décider, ça prend 3 minutes. Hein. Et le chrétien, tout le monde est ouvert au baptême. Il n'y a pas de restriction. Alors que je rappelle que chez ces gens-là, il y a une différence de qualité si vous êtes né, en plus par la filiation de la mère, c'est-à-dire la filiation la plus intégralement raciale, puisque la mère, c'est la seule chose dont on soit sûr. Le père, ça peut très bien être le facteur ou l'étranger de passage. Donc la matrilinéarité est la marque du racisme le plus intégral. Or, ces gens-là règnent sur l'antiracisme occidental. Ça donne l'obscénité de l'Anti-Defamation League, ça donne l'obscénité de la LICRA, etc., etc. Et à un moment donné, je vous dis, cette obscénité finira... Moi, je l'ai comprise, donc à la limite, je l'ai comprise. Et je tiens tête. Mais les gens, un jour, qui vont découvrir le poteau rose comme on découvre qu'on est cocu, parce que c'est ça qui va se passer à un moment donné, ça va produire une déferlante de violence
dont on n'a même pas idée, ce qu'on peut qualifier de pogrom mondial. Et le 7 octobre, ça sera rien du tout à côté. Et c'est ça, je dirais, quelque part, ce qui menace l'avenir. Et je le dis, ça sera très très triste pour les fameux juifs sur les bords et les juifs du quotidien qui n'ont pas voulu ça et qui sont entraînés par leurs élites communautaires, que ce soit dans l'ultrasionisme ou dans l'ultra-communautarisme. Et c'est ça le côté où il faut rester chrétien, je dirais, et rester raisonnable. Hein. Ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Et d'ailleurs, c'est ce que disent des juifs qui s'inquiètent aujourd'hui, soit d'ailleurs pour des raisons stratégiques, soit pour des raisons morales. Ils voient très bien où les entraîne Netanyahou et où les entraîne Yadan. Ils voient très bien. J'en parlais une fois avec Gilad Atzmon, il me disait, tu sais Alain, ce que c'est qu'un pogrom? Il me disait, c'est quand les Cosaques décident que trop, c'est trop. Mhm. En France, ça s'appelle une jacquerie. Vous voyez? Oui. Et donc, nos élites ont cru à leurs mensonges, les mensonges judéo-chrétiens, Arnaud. Ah oui. Puis Arnaud, sur le phénomène Yakovlev qu'on suit ensemble depuis un bout de temps, pour moi, c'est significatif. Qu'est-ce qu'on a entendu ces derniers jours? Arnaud. Oui, je crois que ça va au cœur de ce qu'a mis en exergue Alain sur une forme de psychopathie. C'est-à-dire que même des gens comme Yakovlev, qui sont des compagnons de route, hein, des gens qui sont plus intéressés par leur avancement personnel, professionnel, finissent à un moment donné par se dire, mais dans quel truc je suis en train de me foutre? C'est-à-dire que il y a quelque part ce doute que ça va mal se finir et qu'à un moment donné, ils devront rendre des comptes. Et beaucoup de gens sont passés par là. Alors, il n'était pas complètement militant dans la cause suprémaciste, mais même des gens qui n'étaient pas forcément sensibilisés à l'existence de ce suprémacisme, des gens comme le général de la Ward qui faisait son travail. Lorsqu'il a été muté, enfin travaillé au Liban Sud, il a pu s'apercevoir qu'il y avait un problème majeur. C'est pas quelqu'un qui de lui-même s'est réveillé un matin et a décidé d'étudier la question qui nous importe aujourd'hui. Mais c'est juste qu'il a été confronté de manière aussi directe et assez flagrante aux injustices profondément ancrées dans ce qui se passe dans la région et par extension dans le discours de leur relais en France et ailleurs en Occident. Et de plus en plus de gens, justement, se réveillent. Et les événements de Gaza depuis le 7 octobre 2023 n'ont fait qu'amplifier ce phénomène de réveil général. Et aujourd'hui, les gens, ça vient de sources, de recoins dont on n'aurait jamais imaginé une seconde qu'ils puissent exister, qui revendiquent une forme de scandalisation, une forme de dégoût, il faut le dire. Le mot, c'est vraiment un dégoût par ce qu'ils voient et un écœurement. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je suis en ce moment les échanges, par exemple, entre Roger Stone et Laura Loomer. Peut-être que Yann pourrait nous en parler s'il a suivi ça aussi. Je veux dire que c'est pas piqué des hannetons non plus, quoi. Roger Stone, c'est pas quelqu'un qu'on peut accuser d'être comme on dirait dans la parlance américaine, un gaucho libéral, voilà. C'est quelqu'un qui soutient encore aujourd'hui Donald Trump, mais qui a compris que son ami, puisque bon, il l'a sorti tôt quand même, hein, il lui a sauvé la mise, était entouré par des gens extrêmement malfaisants, quoi. Et là, il se décide à porter le fer, et il va exposer, enfin, c'est son intention exprimée en toutes lettres, en tout cas sur le réseau Twitter, d'exposer les sources de financement de la Laura Loomer, qui est, je dois dire, alors, je dirais pas que jusqu'à dire que elle gagne à être connue, c'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais pour comprendre l'hystérie à laquelle Alain fait référence et la psychopathologie, j'invite nos téléspectateurs et autres auditeurs à se pencher sur le cas Laura Loomer. Je veux dire que c'est pas piqué des hannetons. Ils sont des orduriers. Là. C'est vraiment du langage ordurier qu'on a. Mark Levin qui traite Nick Fuentes de petit Adolphe. C'est le niveau. Le niveau, c'est vraiment à ce niveau-là. Ensuite de ça, Megyn Kelly qui se fait traiter de salope aussi. C'est vraiment très ordurier. Et ça nous met à la fin de ce processus de dissonance cognitive que moi-même j'ai vécu. J'étais un ancien gauchiste jusqu'en 2015 à peu près.
j'aime bien utiliser cette métaphore-là. Depuis le milieu du 20e siècle, nous avons vécu dans la Watt. Nous avons vécu dans un genre d'utopie d'âge d'or où on était dans les Frères d'armes, comme la télésérie de HBO, où on suit les combattants américains libérer l'Europe des méchants nazis qui ont mis les Juifs dans les camps de concentration. Et là, ce monde-là est en clash. C'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est l'Empire dans Star Wars qui détruit Alderaan, une planète, juste pour combattre des rebelles à Gaza. C'est ça qu'on voit. Donc là, on a un clash. On est-tu des démocrates pacifistes qui veulent pas de génocide ou on est-tu l'Empire dans Star Wars qui détruit une planète pour combattre une rébellion? Et comme Machiavel dit, tu peux pas prendre les deux en même temps. Tu peux pas prendre la voie du milieu, il faut que tu choisisses. Choisis un bord ou de l'autre. Là, présentement, on arrive au point culminant de cette route-là. Est-ce qu'on croit encore à Frères d'armes puis à la lutte anti-génocide, anti toutes les affaires qu'on a vécues dans la jeunesse, ou est-ce qu'on ne croit plus à ça? Et là, ce qu'on voit, c'est des bons gars, genre Alexandre Cormier-Denis, les droitardés que vous appelez, qui célèbrent avec B'nai B'rith pour freiner la tentative de Rima Hassan de venir dénoncer le génocide à Gaza, au Canada. Donc, elle était censée venir faire une visite. Les islamo-gauchistes canadiens, québécois allaient la recevoir. Ça allait faire énormément de tapage médiatique. On l'a refoulé aux douanes. Et ensuite de ça, en plus, le département de la justice française, le parquet, qui lance des enquêtes. On est rendu à deux dizaines d'enquêtes. Saisie à son domicile. On la traite comme une vendeuse de drogue pour reculer 48 heures plus tard. Et l'histoire Rima Hassan qui fait ressortir le bon gars, Alexandre Cormier-Denis et ses amis parisiens qui célèbrent. Ils célèbrent avec B'nai B'rith. C'est ça les droitardés. Et il faut dénoncer ça, cher Alain. Oui, ce qui est triste, c'est que ces fameux droitardés là, que je connais souvent très bien, qui ont été formés au Front National, on en a un qui... Le plus beau symbole, c'est Julien Rochdy. C'est un type qui croit être plus rusé que le diable, parce qu'en fait, les gens à qui il prête allégeance, en prétendant d'ailleurs les intégrer, puisque lui, il dit les Juifs sont blancs, je les accepte avec nous, comme s'il avait les moyens, lui, d'imposer ses conditions dans une coalition à Bolloré, Drahi et Le Crif. En fait, il est un tout petit joueur qui fait une offre de service en la présentant comme, comment dirais-je, une convergence civilisationnelle nécessaire par rapport à une agression extérieure. En fait, il fait une offre de service parce qu'il est formé politiquement, il a été le président du FNJ et que là, il voit que Bardella se rapproche du pouvoir et il se dit que peut-être il pourrait obtenir un poste de conseiller. Et il sait très bien que si Bardella arrive au pouvoir, c'est parce qu'à un moment, en dernière instance, la communauté juive organisée qui tient la politique intégralement dans ses mains en France passerait par lui pour continuer à exercer un pouvoir dans une période de crise où il faut avoir, comment dirais-je, un masque identitaire, tenir compte d'une certaine colère populaire, essayer aussi de rééquilibrer une politique migratoire qui allait trop loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très bien que nous avons des juifs de droite qui proposent de corriger les erreurs de juifs de gauche. Alors, c'est Sarah Knafo par rapport à Julien Drey. Mais quand même, in fine, c'est toujours maintenir le pouvoir dans les mains des mêmes, qui sont, je rappelle, moins de 1% de la population française. Et la question qu'on peut se poser, certes, ce que dit Sarah Knafo est plein de bon sens. Il faut effectivement faire machine arrière par rapport à cette politique d'immigration incontrôlée, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le faire nous-mêmes? Ça serait ça l'explication. Pourquoi on ne pourrait pas, nous, Français de souche, d'élite, et ayant la formation pour et la légitimité, pourquoi on ne pourrait pas le faire nous-mêmes? Pourquoi faut-il toujours déléguer à ces gens? C'est ça le problème. C'est un peu l'idée que quand on veut faire un peu d'économie, il faut limiter les intermédiaires. Normalement, on n'a pas besoin de ces gens-là. Moi, j'explique depuis bien avant Elisabeth Lévy les problèmes qu'a rencontré la France. Mes premiers livres qui parlent de ce problème du danger de l'immigration, de l'ensauvagement des banlieues, je rappelle, c'est Jusqu'où va-t-on descendre? C'est 2002.
Et je rappelle qu'à l'époque, je me prenais dans la gueule Anouk Aimé, né, je crois, Dreyfus, qui se levait de chez Ardisson parce qu'elle ne pouvait pas supporter d'être assise à côté de moi. Aujourd'hui, si elle était encore vivante, elle applaudirait des deux mains parce que je ferais rempart au danger de la conquête islamique. Hein, donc, la question, elle est là. C'est pourquoi faut-il encore, malgré tout ce que ces gens ont fait de mal à la France, continuer à passer par eux en termes de communauté pour réparer les dégâts qu'ils ont eux-mêmes créés? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement, à un moment donné, reprendre en main la France, hein, reprendre en main la politique française et la direction du pays? Pourquoi faut-il nécessairement passer par Sarah Knafo, Éric Zemmour et d'ailleurs tous les autres? Ça, c'est la question fondamentale. Et puis aussi, une autre question, c'est vous prétendez faire de Jean-Luc Mélenchon, qui est un bébé Mitterrand et qui a accompagné la politique du Parti socialiste, qui est responsable à peu près de tout le chaos dans lequel on est, que ce soit par l'immigration ou le LGBTisme, vous prétendez faire aujourd'hui de Mélenchon l'héritier de Jean-Marie Le Pen. Je veux dire, il faut quand même pas exagérer. Ça finit par se voir, ces changements d'alliance, ces virages à 180 degrés, et c'est quand même la preuve d'une capacité de ne pas faire son autocritique, parce que ce que vous reprochez aujourd'hui à la situation de la France, c'est vous qui l'avez créé. Hein. Donc aucune capacité d'autocritique, capacité de mensonge qui sous-entend un mépris total du goy pris pour un imbécile, hein, parce que c'est quand même pas très compliqué de voir aujourd'hui que non seulement Zemmour et Knafo, qui sont en couple, qui sont communautaires et pratiquants, tiennent exactement le discours que tenait Le Pen il y a encore quelques années, mais sans jamais lui rendre hommage, faire comme si Le Pen n'avait jamais existé. Donc non seulement ils tiennent le discours du Le Pen qui a existé politiquement sur ce discours, mais en même temps ils traitent Jean-Luc Mélenchon de Le Pen, alors qu'ils sont eux-mêmes les bébés Le Pen. Hein. C'est les bébés Le Pen, c'est Sarah Knafo. Et ils reprochent simplement à ce pauvre Mélenchon d'être resté fidèle à l'antiracisme immigrationniste qui a été imposé aux Français depuis les années 80. On ne peut pas faire plus obscène, plus malhonnête, et surtout plus destructeur pour la France que ce que font ces gens en ce moment. Hein. Voilà, c'est ça le constat. Oui, cher Arnaud, on parle donc de ce mensonge de ces élites juives qui disent régler le problème qu'ils ont eux-mêmes créé. Est-ce qu'on peut poser la question? Oui, bah, ça me rappelle effectivement la scène du ballet dans Walt Disney quand il fait une espèce de sort et les balais commencent à nettoyer et puis ça devient une situation où tout l'édifice est rempli de mousse à savon en fait. C'est un peu ça, c'est le truc du golem en fait, hein, le golem qui échappe toujours au contrôle de son créateur et qui finit par remporter tout sur son passage. Et on est dans la répétition, le cycle qui se répète ad vitam à sans fin, quoi, ad vitam aeternam. Et avec j'allais dire, il faudrait quand même ajouter quelque chose pour ceux qui y croient, parce qu'il y a des gens qui disent bon, même si c'est un peu immoral, un peu dégueulasse, ils vont quand même faire le travail nécessaire, c'est-à-dire enfin s'opposer à l'immigration incontrôlée, enfin régler le problème de l'ensauvagement des banlieues qui a été accompagné de A à Z en sacralisant le rap et le tag comme de l'art par Jacques Lang, hein, je rappelle, il faut citer les noms. Hein. À chaque fois, c'est la communauté qui pilote, hein, c'est jamais un Français de souche. Mais il faut se rappeler d'une chose. D'abord, la triangulation, qui est le principe même de la domination minoritaire, la triangulation, et aussi que le parti notamment de Zemmour s'appelle Reconquête. Or, Reconquête, ça fait référence à quoi? À la Reconquista espagnole. Quel a été le dernier acte de la Reconquista, pour ceux qui ont un peu de culture historique? C'est quoi? C'est-tu la conquête de la Grenade? Non, le dernier acte de la Reconquista, c'est quoi? Ouais. C'est l'expulsion des Juifs. Ah oui. L'expulsion des Juifs, excusez-moi, c'est pas rien. Donc, ces gens qui sont largement aussi intelligents que moi et qui ont une culture historique et toujours au service de la domination, quelle que soit l'époque et les forces en présence, ne se retrouveront jamais face à face à des gens comme Julien Rochdy, qui sont, je rappelle, des types d'extrême droite formés à l'antisémitisme radical. Il suffit de regarder d'où il vient. Hein, le GUD, voilà. Hein. Donc, ils savent très bien qu'à la fois, ils font une proposition de lutte contre le danger musulman et le danger immigrationniste, parce que souvent c'est même pas musulman, c'est des noirs hein, d'Afrique subsaharienne, mais ils ne le feront jamais, et ils ne le feront jamais totalement, parce ils savent très bien que ça serait très dangereux pour eux. Une fois qu'ils auront fait le ménage, c'est eux qui passeront à la trappe.
Ils le savent puisque c'est l'histoire de la Reconquista espagnole et portugaise. Hein. Voilà. Donc, de toute façon, en plus, je le dis aux droitards bien cons et bien soumis et bien collabos, qui aiment bien se faire traiter de goy et traiter comme des goy, c'est qu'en plus, le résultat ne sera pas là. Ils ne feront qu'un petit rééquilibrage comme un mix. Vous savez, un DJ avec une table de mixage qui monte un peu les aigus, qui baisse un peu les graves. Jamais ces gens-là ne se retrouvent dans une situation binaire, une situation duel, seul face à un seul opposant. Ils sont toujours dans la triangulation, ils maintiendront une gauche puissante, une droite puissante, ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui, puisque malgré toute la colère et la souffrance française, le pouvoir reste dans la minorité macronienne, avec finalement un flotteur et les filles, un flotteur et reine, qui se neutralisent réciproquement, sur d'ailleurs des questions identitaires, alors qu'en plus socialement, ils sont impactés par la même crise. C'est globalement la petite classe moyenne française. Hein. Donc ça aussi, c'est un argument important. Quand on a une vraie culture de ce que c'est que la domination minoritaire et ce qu'elle implique, c'est-à-dire la triangulation, ces gens ne feront jamais, n'inverseront jamais leurs alliances totalement. Ils ne font en ce moment qu'un rééquilibrage. Ils sont allés trop loin vers la gauche immigrationniste et donc maintenant ils remettent un peu d'identitaire, mais ce n'est qu'un rééquilibrage pour se maintenir exactement comme un trimaran a besoin à un moment donné d'enlever un peu de flotte dans un des flotteurs pour ne pas risquer que le bateau chavire. Voilà. C'est un peu de délestage, Arnaud. Oui, c'est une forme de, oui, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, avec toujours l'idée de rester au centre de gravité des forces en présence. Parce que dès qu'il y a une binarité, effectivement, c'est là où le voile se déchire complètement. Donc, il n'y a pas de solution, effectivement, dans ce contexte-là. Il faut reprendre les affaires de notre pays, faire la paix des braves, prendre le pays tel qu'il est aujourd'hui, en dépit des traumatismes qu'il subit depuis 50 ans maintenant, et partir de là, construire un avenir ensemble. On n'a pas le choix. On peut pas. Il n'y a pas d'alternative en fait. C'est ça que je veux dire. D'ailleurs, mais j'allais dire que quelque part, oui. D'ailleurs, de montrer, ces gens-là nous montrent comme pays modèle et pays pour avancer politiquement Israël. Je rappelle qu'Israël est le pays le plus dangereux au monde, le pays obligé en permanence d'être dans une situation de guerre. Le pays le plus dangereux d'ailleurs pour un juif, c'est le seul pays où on risque de se faire poignarder en attendant l'autobus. Hein. C'est le paradoxe. C'était censé être le pays refuge et c'est le pays le plus dangereux. Et prétendre aujourd'hui, dans une France qui était déjà relativement en crise, que la solution c'est Israël, regardez où en est Israël aujourd'hui, je le rappelle, hein, sous les bombes iraniennes, obligé de combattre le Hezbollah et le Hamas en même temps, État totalement dysfonctionnel qui ne peut d'ailleurs se maintenir que par des prêts jamais remboursés, que ce soit d'ailleurs civils ou militaires, grâce à la domination qu'ils ont sur les États-Unis. Donc c'est une fiction, le fait que Israël serait le modèle pour la France. C'est l'anti-modèle. Comme État, Israël est l'anti-modèle absolu, puisqu'en fait c'est un État qui n'est pas viable en réalité, on le sait. Tout le monde, je crois d'ailleurs que chez les élites juives, il y a aujourd'hui un post-sionisme qui est déjà effectif, hein, on le voit par les repositionnements économiques et même géographiques. Hein, il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui sont en train de se rabattre sur l'Argentine et la Patagonie. En réalité, que les droitardés pensent que voter pour Reconquête va les aider à se débarrasser des Noirs et des Arabes, et de penser qu'en fait Israël est le modèle de ce qu'on appelle une nation blanche viable et agréable, toute la réalité démontre le contraire. Donc on est vraiment face à je dirais, la bêtise liée au ressentiment, parce qu'en fait ils sont fixés sur ce qui est assez compréhensible. Un identitaire français s'est fait insulter de raciste et de fasciste par les gauchistes et les racailles depuis les années Mitterrand. Aujourd'hui, les mêmes qui les châtiaient leur disent « vous avez enfin le droit de répondre ». Donc évidemment, leur vision politique, c'est « j'ai enfin le droit de répondre aux gauchistes et aux racisés ». Parce qu'effectivement, ça s'appelle les médias Bolloré, les médias Drahi. Et ils ne voient rien d'autre, parce qu'en fait, ces droitardés sont des jeunes, je rappelle. Ce sont des post-adolescents. Or, un post-adolescent a toujours une vision beaucoup plus raciale que sociale, parce qu'un post-adolescent, c'est quelqu'un qui n'est pas très impliqué dans la réalité du travail, pas de femme, pas d'enfant, et souvent encore l'argent de poche de ses parents, ou des choses comme ça. Donc on est face à des immatures politiques qui sont traumatisés par des décennies d'humiliation
par les gauchistes et les racisés, et qui aujourd'hui ne voient dans l'alliance avec ce qu'on leur propose que le droit de répondre sur ces deux questions racistes, fascistes. Donc on est en fait dans de la politique adolescente, on n'est pas du tout dans de la politique adulte. Dès qu'on arrive à l'âge adulte, d'ailleurs, ces gens-là ne sont plus très présents. Hein. Et tout ça, je dirais, pour quelqu'un comme moi qui vient qui suit un identitaire, en fait, mais un identitaire français sérieux, c'est catastrophique de voir à quel point on a réussi à transformer ces droitardés, là, qui se prétendent identitaires, en des taureaux qui foncent sur la mouletta en ne comprenant rien à la manipulation pour on va dire pour la masse, et puis pour les quelques élites comme Julien Rochdy, parce qu'ils pensent qu'on va leur donner une petite place au bout de la table. Parce que je rappelle, c'est des petites places au bout de la table, et alors qu'on sait très bien que ces gens-là vous liquident systématiquement à la fin. Hein. C'est que on sait très bien qu'elle est pour un type qui vient de l'extrême droite et qui est en fait un antisémite qui se croit malin. Les autres l'ont parfaitement identifié. Ils le mettent au tapin et à la fin, non seulement ils le liquident, mais ils le liquident salement. On sait aussi que toute l'histoire le démontre. Hein, que le pire, ce qui a pu arriver à tous ces gens qui leur ressemblent, c'est quand ils ont passé une alliance avec, on va dire, notamment Saddam Hussein travaillant avec les néoconservateurs. Il a fini pendu, hein, je rappelle. C'est pour ça que quand on a une certaine culture historique, un certain sens moral et un certain sens de l'honneur, on ne peut pas accepter ce deal avec Monsieur Golnadel. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, un Finkielkraut qui était quand même en pointe sur la haine anti-française, sur ce basculement de gauche à droite, parce que je rappelle, il vient de l'extrême gauche, hein, si on regarde ses écrits de jeunesse. Même lui, aujourd'hui, qui est pas bête, je rappelle, il est académicien, hein, académicien français. Il prend ses distances, il vient de sortir un livre pour dire qu'il ne se reconnaît plus du tout dans le judaïsme de Netanyahou, hein, alors qu'en fait, il a accompagné la montée en puissance de Netanyahou pendant 30 ans, hein, mais maintenant, il se reconnaît plus dedans. Donc ça aussi, c'est des marqueurs. On va voir émerger demain des juifs qui auront bien intégré le discours de Soral et qui vont se dire c'est le moment de se repositionner en honnête homme, en universaliste, et de dire nous n'avons jamais cru à tout ça, nous n'en avons jamais été. Vous voyez, comme le collabo, vous savez, qui va vite tondre une femme à la Libération, vous savez, qui se dépêche d'aller tondre une femme pour être du bon côté face au FFI. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on va voir demain aussi. Hein. Il faut s'y préparer. Hein. Oui. L'émission tire à sa fin, Yann. Je te demanderai de passer à une conclusion, une question pour terminer cette... Pour peut-être préparer une prochaine entrevue, on a parlé beaucoup de l'Empire judéo-chrétien aujourd'hui et de ses doubles standards, avec une avant-garde éclairée mondialiste. Et c'est ce que j'ai découvert aussi dans votre livre qui était un précurseur 15 ans en avance. Des alphabets, des races. Les alphabets, c'est les LGBT. Les races, la lutte contre l'antiracisme, la lutte pour l'antiracisme. Et troisième partie de cette avant-garde éclairée, une gynocratie, un matriarcat. Et donc, c'est un défi au Québec, dans la francophonie, de parler de cette union de golem de chair qui nous a servi, nous les chrétiens, nous les Européens. C'est un défi de parler aux boomers de cette féminisation que vous avez dénoncée aussi. Et je voudrais en parler avec vous parce que les Juifs, la Juiverie internationale, les sionistes, les Israéliens nous divisent avec ce féminisme qui dégénère notre société. Et j'ai de la misère à parler de ça au Québec. Il y a 3 livres importants qu'il faut lire de chez moi pour se muscler un peu le cerveau. Bon, j'en ai écrit 14 hein, déjà. C'est quand même Vers la féminisation, comprendre l'Empire et comprendre l'époque. Là, je pense que vous avez toutes les clés pour comprendre l'ingénierie sociale de domination impériale qui avance depuis les années 80 de manière accélérée et qui ont nécessité en France notamment l'éviction de Gaulle et de ce qu'il représentait au début des années 70, hein, puisque 69, quoi, voilà. Et là, les choses prennent, comment dirais-je, c'est clair, ont du sens. En réalité, il n'y a rien d'absurde dans tout ça. Il y a une vraie stratégie très intelligente qui s'est mise en place et qui malheureusement a avancé de plus en plus facilement parce que il y a eu de moins en moins de gens pour leur tenir tête, puisqu'en fait, il y a eu un travail, notamment en France, de ce qu'on appelle la centrifugeuse. Le système de domination a mis sur la touche tous les gens qui avaient les moyens de comprendre, et ça a été un message envoyé aux autres. Si vous voulez garder vos places,
il faut que vous évitiez certains sujets, il faut que vous adhériez à certains narratifs. Et moi, je suis arrivé en tant que post-boomer à 20 ans au début des années 80, et j'ai vu tout ça se mettre en place. C'est malheureusement toute ma vie d'adulte, entre 80 et aujourd'hui, j'ai vu ce travail que j'appelle la destruction de la France, hein, la destruction de la France par cette, je dirais, cette coalition, parce que là, il ne faut pas parler de communauté, mais de coalition, que des gens lucides comme, pas des moindres, hein, comme par exemple M. Poutine appelle le satanisme, hein. Nous sommes face à des gens qui sont profondément habités par le mal, c'est-à-dire que tout est basé Mal des vampires. tout est basé sur le mensonge, le mépris et le pouvoir comme abus de pouvoir. C'est-à-dire que pour ces gens-là, et là on voit bien d'ailleurs, on en pourra en parler une autre fois parce qu'on arrive à la fin, Epstein arrivait comme figure canonique de cette épopée. Ça donne à la fin Epstein au sommet, hein. Voilà, et qui est un produit de synthèse avec. On va pas aborder ça tout de suite, mais de quoi Epstein est fait, ça résume absolument tout ce processus que j'appelle comprendre l'empire, ce processus impérial que moi voilà, que j'ai étudié dans ce livre et qui a eu ses étapes, hein, ses accélérateurs. Et aujourd'hui, j'espère, parce qu'il faut vivre d'espoir, qu'on arrive à cette période de dévoilement, c'est-à-dire de fin de ce cycle, voilà, mais qui est la période la plus dangereuse, forcément, hein, le moment où où l'empire est menacé et un peu terminal, bah, c'est la période néronienne de l'empire romain. C'est là où la période de plus grande folie et de plus grand danger. Oui, oui. C'est quand l'empereur est au plus faible qu'il est le plus tyrannique quand on fait l'histoire de la Rome antique. Merci. On va donner un mot de la fin aussi à Arnaud Develay. Arnaud? Oui, bah, pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Je dirais que quelque part, c'est intéressant. Il y avait certaines personnes déjà à l'époque qui nous avaient donné des petites graines. Fallait juste qu'on appelle des œufs de Pâques, hein, dans leurs œuvres. Bon, ça a des gens comme Walt Disney, par exemple, qui, par exemple, on parlait effectivement de l'île au plaisir, l'île de tous les péchés. Pinocchio. Rappelez-vous dans Pinocchio, voilà, avec les vauriens qui viennent chercher l'innocence pour lui promettre la jouissance sans entrave, sauf que tout se paie et que la livre de chair doit être payée. Donc c'est quelque part un rappel que le travail, l'honnêteté et l'endurance, voilà, oui, l'endurance dans le travail qui doit être fait. Il n'y a pas de raccourci possible. Est au cœur du jeu. Sinon, on rentre dans des tractations avec des conséquences qui souvent nous dépassent, hein. C'est comme le pacte avec Méphistophélès dans Goethe. Exactement. Ou Faust, ouais. Ouais. Merci, Yann Rochdy. Ça a été vraiment apprécié. Là, tu as lu Comprendre l'Empire. Oui. Monsieur Soral t'a présenté Comprendre le féminisme. Je sais que tu aurais aimé aborder la question plus longuement avec Monsieur Soral. Ça sera pour une autre émission parce qu'effectivement, la féminisation de la société au Québec, on a vécu ça à puissance 1000. Puis en France aussi, on dirait que c'est un mal aussi qui est francophone, là. On va approfondir ça dans une prochaine émission. Monsieur Soral, vous vivez quand même, là, vous avez dû vous expatrier en Russie. Puis comment on fait pour encourager égalité et réconciliation? Il y a des Québécois qui m'ont demandé ça, qui vous découvrent, puis on aimerait ça vous encourager. Eh ben, il y a plusieurs moyens. Il y a soit de s'abonner à mon site personnel qui s'appelle alain-soral.com. Ça, c'est la façon la plus directe. Le site Égalité et Réconciliation, qui est un site de réinformation, est gratuit et sans publicité, mais nous avons parallèlement une maison d'édition qui s'appelle Contre-Culture, qui édite et qui réédite des ouvrages nécessaires à la bonne compréhension du monde et que beaucoup de gens ne veulent pas rééditer ou éditer. Donc acheter des livres de Contre-Culture qui sont en général pas très chers et très bien faits. Il y a aussi s'abonner à la lettre Faits et Documents, qui est comme que Ratier nous a transmis, qui permet de comprendre. Ce qui est le plus important en politique, c'est les réseaux, hein, la réalité des réseaux. Hein, parce qu'en général, on comprend les idées et les individus, les personnages et les idées. Entre les deux, il y a les réseaux, ce qui fait tout, et c'est souvent ce qui est le plus occulte. Et donc, pour ça,
Faits et documents. Donc, achetez des livres chez Contre-Culture, vous abonnez à Faits et documents, ça coûte 9 € par mois, je crois, donc c'est pas cher hein, par rapport aux cigarettes qui vous donnent le cancer. Voilà, c'est les manières d'aider, c'est ça, c'est s'abonner à alain-soral.com, acheter des livres chez Contre-Culture, vous abonner à Faits et documents, c'est en plus, il y a un échange, c'est-à-dire que ça, c'est pas de, c'est pas le denier du culte, hein, il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur. Il y a une cagnotte aussi, Alain, je crois, non? Comment? Il y a une cagnotte, il me semble. Depuis que je me suis installé en Russie, j'ai une cagnotte à laquelle on accède sur le site Égalité et Réconciliation pour m'aider à m'installer en Russie. C'est la cagnotte qui est en une en ce moment. Alors c'est amusant parce que c'est une cagnotte américaine qui est protégée par le premier amendement. Dès que je l'ai ouverte, elle a été fermée sur la plainte de nos amis de la communauté. Et alors, ils me l'ont fermée, ils ont fait une enquête approfondie, et ils l'ont réouverte, parce que selon le premier amendement, on n'a absolument pas le droit de me fermer ma cagnotte, alors que je vous garantis que toutes ces cagnottes qui existent en France, comme Tipeee, etc., je suis interdit systématiquement, selon la formule constatée, pour non-respect des règles de la communauté. On ne sait jamais quelles règles et quelle communauté, mais on peut en avoir une petite idée. Tout ça hors la loi systématiquement. Et donc, par le premier amendement, il y a quand même la mairie qui a certaines qualités, cette cagnotte est fonctionnelle. Voilà. Donc, si vous voulez m'aider, en ce moment, le plus direct, c'est ça. C'est la cagnotte qui est pour soutenir Alain Soral et l'aider à se réinstaller, car je rappelle que j'ai tout abandonné pour venir pouvoir continuer à m'exprimer en abandonnant tout ce que j'avais derrière moi. Hein. Je suis venu avec une valise. Je suis la Tata Rachel actuelle, vous voyez, c'est moi le juif errant aujourd'hui. Voilà, si vous voulez m'aider, il y a ça aussi, la fameuse cagnotte. Donc vous voyez, il y a plusieurs manières d'aider. Et souvent, c'est en m'aidant, vous vous aidez aussi. Voilà. Oui, parce que vous êtes rendu le réfugié de Victor Hugo dans sa grande lettre qu'il avait faite. Vous êtes ce réfugié-là, et si on réussit à vous faire taire, c'est nous les prochains. Oui, bah, de toute façon, moi j'avais le choix entre la prison et l'exil, et j'ai choisi l'exil, ce qui est quand même aussi assez récurrent dans l'histoire. Les gens qui se moquent, qui se gaussent, qui me disent j'ai fui la police, j'ai fui la justice, j'ai fui la prison. Oui, bien sûr, comme souvent, des gens qui ont mis au-dessus de tout ce qu'ils pensent être le combat pour la vérité, effectivement, dans toutes les époques, ce genre de personnages subissent des persécutions du pouvoir. Donc je vois pas pourquoi ça étonne certains et que ça en fait ricaner d'autres. Oui, je m'inscris dans une tradition de personnes qui disent des choses suffisamment gênantes pour un pouvoir en place, pour que, alors que c'est quelqu'un qui fait des analyses et qui écrit des livres, hein, j'ai jamais ni volé ni tué personne, pourquoi effectivement on me promet en France jusqu'à 9 ans de prison, et en Suisse, j'avais déjà pris plusieurs mois de prison et j'allais passer à 2 ans, et j'ai quitté je suis passé de l'autre côté du rideau de fer, j'ai quitté le monde libre pour pouvoir continuer simplement à m'exprimer comme je le fais devant vous. Et il me semble que ce que je dis est fondé sur 2 piliers fondamentaux, la raison et la morale, il me semble. Hein. Merci beaucoup, M. Soral. C'est très apprécié de partager vos connaissances, votre expérience ici au Québec. On en a grandement besoin. Puis un grand merci pour votre générosité. La générosité attire la générosité. Donc, j'incite fortement les Québécois à souscrire à votre cagnotte. Vous faites égalité et réconciliation. S'il y a de quoi, Yann Rochdy et moi, là, on va mettre les références dans les commentaires de l'émission, là, tout de suite après l'émission. Arnaud Develay, un gros merci pour nous amener Alain Soral à l'émission. C'est très apprécié. Donc, puis on a battu des records. Là, on est diffusé en simultané à Lux Media, qui est un média indépendant au Québec très connu. Ils ont battu des scores de visionnement la semaine dernière avec M. Soral, et ça fait parler beaucoup au Québec. Puis un grand merci pour vous deux, à vous deux. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.